Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Et aujourd'hui, un petit podcast bonus que j'attends depuis personnellement du temps et du temps. Nous sommes avec Fabien Hidvain. Fabien, ça va? Nous sommes également avec Morgane. Morgane, ça va la pêche? Oui, la banane. D'ailleurs, tu me dis que tu n'as plus envie que je t'appelle Morgane R. Il faut que je dise Morgane Régnier. En fait, tu peux utiliser mon nom de famille, il n'y a pas de problème. D'accord. Bah, je savais pas parce que, étant donné que vous êtes prof, j'avais Alors, peur. moi, Parce que moi, je sais que j'ai un pote qui veut pas qu'on l'appelle, qu'on donne son nom parce qu'il a peur que ses élèves tombent. Alors, toi, t'es pas professeur, mais je disais ça pour Maxime. Enfin, tu sais, je signe mes articles. Maintenant, je signe les articles de Rose Devant avec mon nom. D'accord. Donc, Morgane Régnier est avec nous. Nous sommes également avec Maxime Victor, donc j'ai pas d'hésitation à utiliser mon nom, moi, parce que si vous tapez Maxime Victor sur Google, vous rigolerez en vous rendant compte qu'une personne très spéciale a créé une entreprise qui a ce nom-là, qui pompe les 15 premières pages de Google. D'accord. Vous ne me trouverez pas. C'est quoi? C'est une boîte de X C'est une boîte de création d'entreprise, des techniques managériales, d'un monsieur qui a l'air très charismatique. aujourd'hui. J'en dirai pas plus. Un podcast bonus sur l'alchimie. Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous le proposer, ce podcast, et qu'on essaye de rassembler les participants pour le faire. Alors, quel est le plan? J'ai l'impression que vous allez parler d'abord de l'alchimie. On va également parler de sens, apparemment, si vous avez On envie. précise aussi que c'est un podcast bonus, donc c'est encore plus bordélique que d'habitude. Exactement, c'est ça. Ouais, on va faire ça. D'accord. On avait Donc, prévu une préparation beaucoup plus intense qu'on n'a pas faite finalement, parce Voilà. que du coup ça va être en mode une liche. Donc grand 1, l'alchimie, histoire et conception. Grand 2, sens et l'alchimie, les références qu'on peut y trouver. Grand 3, selon nous, le courant alchimique dans le jeu de rôle. Ah, intéressant. Aujourd'hui, sur France Culture, nous recevons Exactement. Morgane Régnier pour nous parler d'alchimie, herméneutique et épistémologie Avec la grecque, voix de la présentatrice avec de Flip. l'écriture calligraphique arabe du XIVe siècle. Morgane Régnier, vous avez publié un livre aux éditions de la Cellule qui s'appelle Faut rire, on ne sait plus. Je l'ai appelé Réflexion forgienne. Alors, l'alchimie, qu'est-ce que c'est? Qui se lance? Est-ce Déjà. que je peux commencer ce podcast, une fois n'est pas coutume, en lisant un tout petit truc qui n'est pas de moi? Allez, fais péter. Ok. En un sens, tout est magie. Magie, la science des herbes et des métaux. Magie, le prestige qui entoure les princes et se dégage des cérémonies d'église. Et magie, les noirs échafauds. Magique également, l'amour et la haine qui impriment dans nos cerveaux l'image d'un être par lequel nous consentons à nous laisser hanter. Ça n'est pas de moi, c'est de Marguerite Yourcenar quand elle a écrit l'œuvre au noir qui traite d'alchimie. Et je pense qu'on te fait Tout est difficilement magie. plus belle et plus exacte définition de l'alchimie. Enfin, c'est pas... Alors, Ouais. tout est magie. Oui et non. Ah, tu n'es pas d'accord. Disons Pourtant, que je t'entendais et je te voyais écouter religieusement. J'écoute tout ce que dit Morgane religieusement. Alors, N'est-ce pas, Oh, Morgane moi. c'est gentil. Merci Morgane. Non, c'est le... Disons que ça touche plutôt à la pensée ésotérique, en l'occurrence. Ouais. C'est l'idée que la pensée ésotérique est bâtie sur l'idée que tout est un. Il y a une matière première, unique, qui fait toute la réalité, qui est un peu la pensée des présocratiques. Et donc ça, c'est pas spécifique à l'alchimie, même si évidemment dans l'alchimie, il y a toute une réflexion sur la rêverie, enfin sur la substance, la rêverie de la matière. Ça, on reviendra parce que je pense qu'on va Si j'ai forcément parler choisi de cette Bachelard. citation-là, c'est parce qu'un des principes Morgane. fondamentaux de l'alchimie, c'est que dans le grand et le petit, il y a une unité. Toujours. D'accord. Qui est aussi une idée. Ça, c'est un truc que tu retrouves aussi dans l'astrologie. Tu vois, tu peux pas comprendre l'astrologie si tu comprends pas que l'ordre des astres reflète l'ordre des caractères. D'accord. Et Ok. enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais ça, c'est la théorie des échelles qui dit que comme on retrouve les mêmes lois physiques et les mêmes comportements à l'échelle microscopique et à l'échelle pas macroscopique, mais du coup bien au-dessus, dans les astres, et dans les planètes, les galaxies, nécessairement, ça veut dire nous qui sommes à l'échelle intermédiaire, il faut qu'on essaye d'y retrouver une logique qui s'y rapporte. D'accord. Parce qu'il peut pas y avoir théoriquement, il ne peut pas y avoir de transition violente. On retrouve ça dans les mathématiques fractales, les fameuses fractales. Alors, j'aimerais quand même. Alors, dire que c'est une pseudo-science? Non, Pour mais commencer. oui, mais comprendre que c'est. Un Alors, pseudo, Par- ce qu'on appelle parfois une Une pensée protochimie. Protochimie, une préscience, enfin. ouais. c'est- Alors, Alors là, il y a plein de choses à il dire. y a plein de choses à dire, ouais. Parce que pour Bachelard, l'alchimie n'a rien à voir avec la chimie. Ouais. N'a rien à voir avec la science. Historiquement, C'est- pourtant, il a tort.
On a les mêmes références. Je vois que nous avons les mêmes. Oui, mais en fait, ce qui montre, c'est qu'il y a un changement radical entre les alchimistes et les chimistes, et qu'en fait, ils n'ont pas de lien intellectuel, si tu veux. Et ça, c'est important parce que c'est important. Alors, je ne sais pas si l'alchimie. Donc, pour rappeler, une pseudoscience, c'est une discipline intellectuelle qui se donne les aspects de la science. Donc, par exemple, la philosophie n'est pas une pseudoscience, ou la poésie n'est pas une pseudoscience, parce qu'elle ne prétend pas utiliser la science. En revanche, ce qu'on appelle l'astrologie, Oui, ce sont des pseudosciences parce qu'elles prétendent avoir l'archéologie romantique, elles prétendent la science. Ce que les Américains appellent la science chrétienne, je crois, c'est-à-dire montrer que le déluge a bien eu lieu et des choses comme ça. Ça se part des atouts et du prestige de la science, mais ça n'en respecte pas souvent l'exigence fondamentale qui est de vérifier une théorie dans des faits et d'amender cette théorie. Le problème, c'est que cette définition de la science... Maxime, puis peut-être Morgane. Pardon, cette définition de la science est très récente. Alors attends, j'aimerais aller jusqu'au bout pour l'alchimie. Ah bon, d'accord. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que l'alchimie, ou en tout cas la lecture la plus intéressante qu'on puisse avoir de l'alchimie, ne doit pas la comprendre comme quelque chose de scientifique. Tu vas ou en trop tout vite, cas, Fabien. pas quelque chose qui parle du monde. Ben tant pis, écoute, c'est la vie. C'est-à-dire que... Non mais c'est bien. Elle commence, elle a plein de notes et elle se fait tout bouffer. Là, au contraire... Tu t'es tout fait sabrer là, Morgane, ton plan, ton truc, tu dis rien, d'accord. Ouais. Ah, t'as l'air... Je suis désolé de Vas-y, fini, on va te laisser finir finir et après on te laissera plus parler. Morgane va se venger, de toute façon, je la connais. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de ne pas faire le contresens, de croire que la science, que l'alchimie parle du monde. L'alchimie, ce serait plutôt une discipline de la rêverie, face à la matière, face aux substances. Bon, là, je renvoie au bouquin de Bachelard, donc Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu, L'eau et les songes, l'air et la rêverie, et la terre et les rêveries de la volonté, et la terre et les rêveries du repos. C'est-à-dire l'idée que l'alchimie, c'est un processus dans lequel comme de la méditation, si vous voulez, sur les propriétés de la matière, et sur ce que cette alchimie, la matière, dit sur notre psychologie profonde. D'accord, très bien. Allez, je m'arrête là. En fait, je veux juste dire à Morgane, je te rassure, Fabien, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il part au début de podcast, il est tout feu, tout flamme, il est à fond, à la fin du podcast, il dormira, tu pourras dire tout ce que tu voudras. Oui. C'est toujours comme ça, il commence toujours son podcast à fond. De toute façon, je suis moi j'ai tout mon temps. T'as tout ton temps, d'accord. Alors, qu'est-ce que pourquoi tu disais tout à l'heure à Fabien qu'il va trop vite ? Alors, il va trop vite parce que la position de Bachelard sur l'alchimie est justement une critique des gens qui pensent l'alchimie, alors pas comme une pseudo-science, comme une proto-chimie. Là-dessus, je ne dis pas que l'alchimie est une pseudo-science, certains en tout cas, disent que l'alchimie est une proto-chimie, c'est-à-dire que ses réflexions, sa position sur le monde, etc., a permis l'émergence de ce qu'on connaît comme étant maintenant la chimie. Et Bachelard, lui, vient après ça et explique avec toute la réflexion qui est la sienne sur la symbolique, etc., la rêverie, que l'alchimie n'est pas une proto-chimie parce qu'elle n'est pas elle n'a rien de scientifique et qu'effectivement, elle a quelque chose d'inconscient, de symbolique, elle etc. ne prétend pas dire le monde, en fait. Voilà. Attention à ton micro. Pardon, je vais contrairement essayer à ce qu'au 19e siècle, on a pu faire croire sur les alchimistes. Voilà. Mais Bachelard vient bien après tout ça. Donc, je vais faire un tout petit point d'historique sur l'alchimie. Voilà, parce que ça remonte à bien avant. Voilà, parce que ceux qui nous entendent comme ça sauront de quoi on parle. Alors, il faut savoir que le terme alchimie a une existence linguistique, enfin des origines linguistiques qu'on ne connaît pas exactement en termes d'étymologie. Entre autres, on pense que alchimie vient de alchimia, en arabe, je suis désolée, je ne parle pas arabe, donc ma prononciation est terrible, qui veut dire la science des quantités. On pense aussi que ça peut venir du grec, kémia, le mélange de liquide, ou bien de kémi en égyptien qui signifie la terre noire. Voilà. Et il faut savoir que jusqu'en 1780, le terme chimie et alchimie sont strictement identiques en termes de sens. On ne fait pas de distinction. On ne fait pas de distinction. La distinction alors en plus chimie et alchimie à l'époque s'écrivait avec un Y. La chimie
avec un Y qui deviendra un I après, apparaît en 1780 et elle est fixée comme étant différente de l'alchimie à cette date-là, pas avant. D'accord. Vous pouvez parler dans les textes précédents de la Renaissance et puis du Moyen-Âge, chimie et alchimie veulent dire la même chose. La même chose, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est un point. L'alchimie vient de plusieurs courants. Un courant qu'on appelle le courant hermétique, qu'on retrouve chez les Grecs antiques avec Hermès Trismégiste, la table d'émeraude, donc qui sont des références pour tous les gens qui sont des textes très compliqués, extrêmement symboliques, justement pas du tout scientifiques, très on n'y comprend rien. très obscur. Et on peut, je crois, remonter jusqu'en Mésopotamie, enfin tout ce qui était Babylone, etc., où ils pratiquaient déjà la science hermétique. Et ensuite sont arrivées les pensées grecques, la pensée atomiste, la pensée d'Aristote sur la matière. En fait, l'alchimie, avant toute chose, c'est une réflexion sur la matière. D'accord. Voilà. D'où le fait qu'en alchimie, une des choses principales, c'est la fameuse pierre philosophale qui permet de transmuter, donc de changer le plomb en or, c'est-à-dire d'accélérer artificiellement un processus qu'on estime naturel et qui prend des millénaires dans les entrailles de la Terre, qui est la transformation des métaux jusqu'au plus parfait d'entre eux. L'or, mais qui est aussi... Fabien. Qui n'est pas à nouveau pas un processus au sens où on parlerait de processus de fossilisation nous moderne. C'est-à-dire que c'est un processus qui, il me semble, chez les chrétiens, est lié au fait que l'être humain se rapproche peu à peu de Dieu. Et puis, si vous voulez, c'est la même analogie en fait. C'est pour ça que c'est... Pas encore à l'époque, il n'y a pas de christianisme à l'époque. Là, je te parle des Grecs. D'accord. Parle d'un temps que les Grecs ne peuvent pas connaître. Que les chrétiens, en l'occurrence, ne pouvaient pas connaître. Que les chrétiens, pardon. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est rattaché à une métaphysique. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est certain. Il est certain que la pensée alchimique est une pensée d'un tout. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'échelle des entrailles de la Terre, ce qui se passe à l'échelle du corps humain, ce qui se passe à l'échelle des planètes et des astres, c'est le même mouvement. Alors, je peux dire dans ce cas-là que c'est une pensée mystique au sens de Wittgenstein, c'est-à-dire où on imagine que le monde est une totalité bornée. Quiconque imagine que le monde est une totalité bornée, comme un œuf par exemple, a finalement une vision mystique pour Wittgenstein du monde. Et donc l'alchimie est finalement a une vision mystique. La logique aussi a une vision mystique du... La logique, c'est compliqué. Disons que les connecteurs se montrent les uns les autres, etc. Mais c'est pas un langage. C'est plutôt d'ordre du langage alors. Ouais, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Ce serait compliqué de. Ce serait intéressant d'en parler. On en revient peut-être. La logique, avec c'est les alchimistes arabes qui justement peut-être parlent pas du parler langage. de ça, mais une Laisse tomber, manière de. Il me semblait que je t'avais entendu dire ça une fois. Et, d'accord, ça non. Voilà. Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vision mystique, c'est une vision du monde comme totalité bornée, et il me semble que là, tel que vous décrivez l'alchimie jusqu'à maintenant, c'est également du coup une pensée mystique au sens où l'entendait Wittgenstein. Là, il est certain que quand tu t'intéresses aux alchimistes arabes et même à la position d'Aristote, qui a borné le monde dans des sphères successives qui s'emboîtent les unes dans les autres vers toujours plus parfait, etc. Il y a toujours une question de Dieu, quoi. Bon, pour les musulmans, on n'y reviendra pas, c'est paraît évident. Aristote pense qu'il y a quand même malgré tout, au-dessus de tout ça, un démiurge qui organise le tout, quoi. Et en fait, réussir à comprendre ce qui se passe à notre échelle revient à pouvoir comprendre pour les alchimistes ce qui se passe à grande échelle, et donc d'embrasser en fait finalement la totalité du monde. D'accord. Voilà, c'est particulièrement sensible dans l'islam où finalement déchiffrer la réalité de notre échelle, c'est mieux comprendre la création de Dieu, donc se rapprocher de lui. D'accord, ok. Attention, pas devenir Dieu à son tour, c'est pas ce que je dis. Simplement, c'est se rapprocher de sa connaissance, de ses qualités et de matérielles. Voilà, exactement. Et puis de ce qu'il a voulu nous montrer, etc. C'est réussir à déchiffrer les grands secrets. D'accord, ouais, très bien. Voilà. Donc l'alchimie se repose sur des principes qui sont aussi
assez différent de la façon dont les Grecs pensaient théorie et pratique. D'accord. Alors, en fait, oui, la science expérimentale. Tu veux arriver à la science expérimentale, en fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que chez les Grecs, il y a les penseurs qui pensent, les philosophes, tous ces gens-là, qui pensent des théories, des concepts, des choses comme ça. Et puis, il y a les artisans qui font. D'accord. Ouais, voilà, dites-vous qu'en fait, chers auditeurs, si vous ne le savez pas, dites-vous que la science telle que vous la pensez aujourd'hui, c'est-à-dire je fais une hypothèse, j'observe un phénomène naturel, je crée un modèle mathématique qui a l'air de le vérifier, je refais mes expériences des dizaines et des dizaines de fois en cherchant à voir est-ce que j'arrive à réfuter ce que j'ai dit. Non, j'y arrive pas, du coup ma théorie elle est bonne, je la file à d'autres copains, est-ce qu'ils arrivent à la réfuter? Non, ça veut dire que ma théorie a l'air d'être bonne. Cette façon de concevoir la science date de Galilée. D'accord. Donc 1620, allez. Avant, ce n'est pas ça. Avant, les Grecs pensent le monde. Personne jamais ne va faire une expérience. Ce n'est pas logique faire une expérience et s'abaisser à expérimenter le monde avec ses sens, en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est s'abaisser à un niveau de conscience inférieur. Ce n'est pas une expérience ne sera jamais qu'un cas particulier d'événements se manifestant dans le monde. Or, on sait que, en tout cas, dans la pensée de Socrate et de Platon, ce qui est digne d'être connu, c'est ce qui est de l'ordre des idées qui sont, elles, immuables, éternelles, etc. Or, l'expérience dans le monde sensible ne peut procurer qu'une petite expérience à un moment donné, à un moment T, et ne peut pas procurer une connaissance qui sera vraie de toute éternité, puisque par définition, elle n'est qu'expérimentale et valable qu'à ce moment-là. Voilà, donc en fait, quelqu'un un penseur qui arrivait à exprimer une idée. Ça, il me semble que ça commence déjà à vaciller avec Aristote quand même. Aristote, il a énormément. Aristote, il commence déjà à 4. Ah oui, pourquoi? Je crache beaucoup sur Aristote, gentiment, mais je crache dessus. Pourquoi? parce que c'est pas de sa faute. Tu sais que t'insultes mon grand-père là. Oui, non, mais c'est pas de sa faute. Mais à l'époque, en gros, principe d'autorité oblige. Aristote a dit ça, donc c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, mais ça, là, tu craches plutôt sur les chrétiens je crache sur la scolastique. Sur la scolastique, tout à fait. Et oui, mais je crache aussi un peu sur la façon qu'il a eu de dénigrer d'autres façons de penser que la sienne. Okay. Et par exemple, le fait qu'aujourd'hui tout le monde, il y a encore des dizaines et des dizaines d'exemples, je ne les ai pas beaucoup en tête, mais qui font qu'aujourd'hui encore on croit des choses parce qu'Aristote les a dit. Exemple, l'être humain a 5 sens. Connerie, bullshit, on le sait depuis longtemps. J'adore quand il se fâche comme YOLO. ça. Ouais, je veux pas trop m'énerver, mais si moi ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on croit d'autre comme ça du même acabit? Je trouve ça c'est intéressant comme espèce d'archéoïdé. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est pas Aristote, mais il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Bullshit. Il y en a 7 parce que Newton il a dit 7 c'est un chiffre mystique, c'est Dieu a fait le monde en 7 jours. Newton était un grand alchimiste. Vers la fin de sa vie. Il a fait ça a l'air logique. 7 c'est le chiffre divin, donc il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que quand tu demandes à plein de gens il y a combien de couleurs dans l'arc-en-ciel, ils te disent 7. Donc il doit y en avoir une infinité. Il y en a autant que t'en vois. Ça dépend de toi. Okay. Il y en a autant que t'en vois. On a tous une sensibilité oculaire différente. On voit tous des couleurs différentes. En termes purement physiques, il y en a une infinité de radiations. Mais là, j'aurais un truc formidable à te dire à propos du langage là-dessus. Plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autres exemples? Encore aujourd'hui, quand tu demandes à des gens, je lâche un kilo de plume, non, même pas. Cet exemple est complètement con, le 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb. Je lâche 0,5 g de plomb et 1 kilo de plomb du haut de la tour Eiffel qui tombe en premier. Tout le monde dit le 1 kilo de plomb. Non, les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Dans le vide, parce qu'il dans le vide, mais à partir du moment où c'est un objet sphérique et qui est pas trop soumis au frottement de l'air, ça passe tout seul. Et ça tu le mets dans une bulle en plastique. Tu mets dans les deux cas, tu les mets dans une bulle en plastique d'un même diamètre. Et ça, cette pensée, elle a duré jusqu'à Galilée parce qu'Aristote, il a donné l'exemple avec une feuille de chêne. Hello, mec. Pardon, il avait aussi Sois pas trop méprisant avec les prédécesseurs. Non, je veux pas être méprisant, mais ils peuvent rien. Il y a des tas de pensées comme ça qui sont restées et que dès qu'on disait le contraire, en gros, on était un gros con. Non, mais c'est ça. C'est l'attitude. C'est l'attitude, c'est pas de sa faute. Vis-à-vis d'Aristote, c'est-à-dire le fait d'en avoir fait vraiment une espèce de référence mystique, une idole. Une idole, c'est toi qui as dit une idole, Fabien? Oh putain, c'est tellement. Voilà, bravo. Le Nietzschéen revient au galop. Et voilà, le fait d'en avoir fait une idole était une erreur. Et le principe d'autorité, enfin je vais pas dériver là-dessus, mais il est encore extrêmement présent dans notre société aujourd'hui. Il faudrait vraiment, j'ai hâte de le bannir et j'y arriverai pas. Mais quand on demande à n'importe quel enfant, n'importe quelle personne, qu'est-ce qu'une théorie scientifique, combien de personnes répondent c'est ce que dit un scientifique qui a fait un bac plus 5 ou un bac plus 7. D'où vient ça? Ah ouais, mais bannir l'argument d'autorité, il faudra que tu fasses une sacrée psychanalyse pour
pour y parvenir. Oui, j'y arriverai pas, mais alors, la société. C'est aussi pour ça que je voulais préparer le podcast. J'aurais bien aimé retrouver d'autres exemples. Mais non, mais c'est très bien. Écoute, je crois déjà que c'est 3 bien, exemples, c'est parfait. Mais voilà, les 5 sens me font particulièrement rire. Mais voilà. C'est vrai que en tout cas, il y a une chose qui est claire. Il y a beaucoup ça dans le nom de la rose aussi. Tu sais, oui, tout à fait. Oui, chez Aristote, l'homme ne rit pas. En fait, ils ont un débat et en fait, à aucun moment ils donnent leurs idées. Ils disent non, mais il me semble qu'Aristote page ça dit ça. Non, Aristote page ça dit ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la scolastique, qui est un mouvement d'études des textes anciens au Moyen-Âge en Occident. Tout à fait. Et qui, en partie, est responsable du fait que l'Occident était plus en retard technologiquement ou scientifiquement que l'Orient, qui a bénéficié des textes grecs, qui en a transmis une partie à l'Occident, parce que si on a redécouvert Aristote, etc., c'est grâce aux Arabes, entre autres, et qui, eux, testaient les choses, puis quand ça marchait pas, ils refaisaient un test. Donc ils ont questionné les anciens, ils n'ont pas pris des arguments de toute autorité. Moi, j'ai jamais étudié ce courant-là, la scolastique, parce que le saut en scolastique, ça coûtait trop cher. D'ailleurs, la masse d'un Romaric lancée au bout d'un élastique d'un pont. Saut en scolastique. Putain, génial moment. C'est le sortir de la sieste, quoi. Ah, c'est bon. Voilà. Et en fait, au début, je pensais le saut, tu sais, comme le. Ah oui, moi aussi, le saut en cire. Non, moi le saut comme le truc qui compte, tu sais. Non, je crois que c'est bon, les auditeurs ont compris. C'est bon, arrêtez de rire, on va revenir en mode sérieux. On doit notamment aux alchimistes l'invention du laboratoire d'expérience. En fait, c'est à eux qu'on doit et la plupart des grands outils qui ont fait avancer la chimie. L'alambic, qui est un mot arabe, l'alambic, la corne à distiller, le bain-marie, des procédés de décantation, etc. De Marie la Juive, une des premières alchimistes femmes, une des premières femmes scientifiques connues dans l'histoire. Ouais. Pas scientifique, bien ce qu'on a dit. D'après un alchimiste qui dit que le bain-marie, c'est à elle, mais c'était l'idée, ouais. Ah oui, donc en fait, ils ont quand même, les alchimistes ont quand même dégrossi, inventé des outils, oui, etc. Puis ils ont découvert à force de mélanger la matière, parce qu'on a dit que l'alchimie, c'était le principe c'était une histoire d'unité de la matière. Ils se sont inspirés d'Aristote avec la théorie des 4 éléments. Pour rappel, rapidement, en gros, Aristote dit que le monde n'est pas un atomisme, contrairement à Démocrite. Démocrite a dit que le monde est nécessairement constitué de petites choses que si on les divise, à la fin, on tombera sur le fait simple. C'est pas. Non, j'exagère. Non, la petite sphère, la sphère parfaite, ou qu'on appelle le truc atomes. indivisible. Qu'il appelait atome parce que atomos en grec ça veut dire qu'il ne peut être divisé. Peut être divisé, absolument. Donc ces atomes qui tombent dans le vide. Voilà. Et eux-mêmes ont des relations entre eux. C'était la notion du vide. C'est ça que Démocrite a révolutionné, c'est qu'il a dit que le vide pourrait exister partout autour de nous. Et ça voulait dire. C'est pour ça que c'est pas passé à l'époque, parce que penser le vide pour les Grecs, c'était impossible. Et ça voulait dire penser le monde sans les dieux, parce que finalement. Enfin bref, les 4 éléments, du coup, en opposition à ça, c'est que les éléments ne sont non pas définis par leurs constituants infinitésimaux, mais par leur participation dans 4 éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau, qui ont des propriétés et les mélanges divers et variés. J'avais lu quelque part que Démocrite était à son époque l'égal de Platon et d'Aristote, mais qu'on a perdu énormément de ses textes, alors qu'on a beaucoup des textes de Platon et d'Aristote, et qu'à cause de ça, en fait, on a complètement... une mauvaise ligne éditoriale, un mauvais éditeur, et puis voilà. Ouais, c'est ça, il aurait bien fait d'être on en a perdu aussi parce que ça avait fait scandale, le fait de parler du vide à l'époque. Oui. Peut-être qu'elle est... Je peux pas faire... Non, je vais pas commencer à faire des hypothèses à la... Par rapport à la théorie scientifique et la naissance de la science en grec, moi, j'invite vraiment les auditeurs à suivre les travaux de Monsieur Vernant, je crois que c'est Jean-Pierre Vernant, parce qu'il y en a plusieurs des Vernant, où il raconte justement les origines de la pensée grecque et où il explique en gros que parce que alors là je résume à gros traits et je résume une idée, mais c'est celle qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est l'idée que finalement les dieux grecs ne donnent aucune réponse sur la nature de la réalité. Ils ne sont que des caricatures qui passent leur temps à faire la même chose que les hommes, mais en plus divin. C'est ce que dit Platon aussi, non, dans la République. Alors là j'en sais rien. Oui, probablement. Enfin peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il disait que, étant donné qu'ils avaient une métaphysique qui ne leur donnait pas de réponse, les Grecs ont dû les chercher eux-mêmes. Et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Morgane, sur le fait que, ou je sais plus, c'est peut-être Maxime qui disait ça, que en gros, ils niaient l'existence des dieux. En fait, c'était facile de nier l'existence des dieux. Et quand il n'y avait plus de dieux, il fallait chercher autre chose. Il disait que les dieux n'existaient pas, mais il disait qu'on peut très bien se passer des dieux, quoi. D'accord. Enfin, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était parce facile. Que finalement, les atomes, en
l'occurrence, explique tout, et il constitue aussi les dieux. Donc, à partir de là, si tout est constitué d'atomes, les dieux aussi, donc il passe sur un plan réel. Bon, ce faisant, il a fait de l'atome un autre dieu. Voilà. Ça, donc du coup, effectivement, c'est la théorie d'Aristote des 4 éléments qui est passée devant. Il faut savoir que les origines de l'alchimie, c'est la métallurgie, donc pour tout ce qui est travail de la matière, etc., et l'astronomie, l'étude des astres, parce que pour les alchimistes, les métaux sont tous gouvernés par l'influence d'une planète. L'or, le soleil, l'argent, la lune, le plomb, c'est le mercure, Saturne, c'est le plomb, etc. Ouais. Et donc, en fait, on peut aussi, toujours l'idée que le plus petit correspond aussi au plus grand, en observant les planètes, on peut en déduire des mélanges, des choses comme ça, qui permettent de dépasser un état de matière, de la transformer. Si on fait une manipulation avec de l'argent, il vaut mieux le faire dans une période astronomique où la Lune... plutôt la nuit, sous la lumière de la lune, etc., parce que c'est elle qui gouverne le métal, et que, etc. etc. C'est tellement bullshit comme truc, tu sais, quand tu viens d'un monde comme le nôtre qui est dominé par le soleil, les mages de carreau et la science, ça fait tellement bullshit comme histoire, ce que tu nous racontes, ça semble tellement... Ce qui est génial, c'est que... Je précise que c'est une référence au Val. Mais c'est tellement beau, quoi. Ce qui est génial, c'est que c'est ce qu'on a, le nombre de découvertes qu'ils ont fait avec ça, c'est génial, quoi. Parce que tu dis comment ils ont pu... Comment ils ont pu réussir à trouver tous les trucs qu'ils ont trouvés avec une théorie pareille. Ouais. C'est ça qui me fait... Moi, c'est ce qui m'a fait me réaliser que vraiment, en fait, la science ne fait que faire des théories et que tout pourrait être faux, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ouais. Parce que l'alchimie, c'est l'exemple type. Tout ce qu'on a découvert avec des théories, entre guillemets, bullshit, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on a découvert tellement de trucs avec cette théorie, ça paraît incroyable qu'on ait découvert ça. Je pense que le nom de ce podcast, ce sera ça, alchimie, bullshit, point d'interrogation. Parce qu'on n'arrête pas de dire bullshit depuis le début. Donc, Morgane par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, la notion de... Attention à ton micro. La notion de... Zut, c'est Paracels qui en parle, la médecine. Alors, c'est pas la médecine de Galien à coups de saignée, etc., mais la médecine chimique, c'est-à-dire ingérer des éléments chimiques, des métaux, etc., pour traiter des traitements. La spagyrie, ouais. La spagyrie, merci beaucoup. C'est la fameuse toute dose et rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est ça. Tout ça, ça vient de la pensée alchimique. C'est-à-dire que ils voulaient atteindre la pierre philosophale. Il y a toute une symbolique qu'on pourrait qui est vachement intéressante. Donc on va tout doucement y passer parce que c'est quand même vachement plus cool que de savoir comment il fonctionne. Et ils ont obtenu des trucs de fou, quoi. Ils ont découvert des métaux, ils ont découvert des réactions, ils ont en fait, en analysant pas vraiment au pif, en analysant les éléments avec leur théorie des 4 éléments là, et en mélangeant, en disant si je mélange du feu de machin dans telle condition avec de l'eau de machin, il est probable que j'obtiendrai un élément qui a telle propriété. Et bim, ça marchait. Truc de fou quand même. C'est vrai, sérieux ça? Non, c'est vrai. Ça marchait comme ça quand on trouve les cahiers de notes alchimistes, les mecs ils font des tests et ils disent d'après c'est pas ils ont fait l'expérience a priori on peut pas être sûr. A priori c'est pas ils ont fait l'expérience, ils ont vu, ils en ont ensuite déduit ça. Non, ils ont dit a priori notre théorie c'est 4 éléments va permettre de faire ça, donc ça va trouver. C'est comme des théories scientifiques comme la classification de Mendeleïev où le mec il a fait sa théorie et on lui a dit ça marche pas. Il a dit non, c'est juste que vous avez pas trouvé encore les éléments. C'est que ma théorie elle est juste tellement bonne qu'on les a pas encore trouvés. C'est qu'il l'a rêvé le tableau. Oui, soi-disant il dit qu'il l'a rêvé, mais en fait l'histoire montre qu'en fait à 20 ans déjà il avait assisté à des conférences qui parlaient déjà de classification dans ce sens-là, et il y a 2 autres personnes avant lui qui avaient déjà proposé des classifications comme lui, sauf que c'était certains des biologistes, donc on s'était foutu de leur gueule en disant c'est de la connerie ce que vous faites. Oh là là. Et donc parce qu'ils avaient pas, parce qu'ils étaient pas tellement pensé au Petit Prince, quoi. Voilà, parce qu'ils étaient pas chimistes. Et lui il dit qu'il l'aurait rêvé, mais en vrai c'est surtout un travail il disait qu'il avait rêvé la dernière étape. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait du mal à trouver le fait de passer à la ligne au bon moment. Voilà, c'est ça, le fonctionnement parfait, puis d'un seul coup, tac, ça lui est... Ah, mais il a vu la périodicité. Et à partir du moment où il a vu la périodicité, il a dit, ok, il n'y a pas que des triades. Parce que pareil, à l'époque, on disait, les éléments vont ensemble par triade. Désolé, et après, je te redonne la parole. Voilà, et après, je m'arrête. On disait, les éléments vont ensemble par triade. Il y avait la triade des gaz nobles. Enfin, eux, on les connaissait pas, ils étaient trop stables. Il y avait la triade des halogènes, la triade des alcalins. Et on disait, c'est des triades. Ces 3 éléments qui ont à peu près les mêmes propriétés, ils vont ensemble parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, triade. Et Mendeleïev, ça a été le premier à dire, non, en fait. C'est des familles. Et donc on peut les mettre tous en colonne, pas besoin de les mettre que par 3. Et nous on lui dit ouais mais il y a des trous, et lui il a dit non, aussi il y a des trous, c'est juste que vous n'avez pas encore découvert l'élément, mais je peux vous dire sa masse, ses propriétés et où est-ce que vous pouvez le trouver potentiellement. D'accord, ok. Il a eu raison.
Et je voudrais juste préciser que, parce que je sais qu'il a horreur des arguments d'autorité, que Maxime est professeur de physique. Il a une blouse blanche, il a Chimie. raison. Professeur de chimie. Un ingénieur en casque jaune. Et tout de suite, nous passons la parole à Morgane, Je le voulais spécialiste juste alchimie. Je voulais juste rajouter que un alchimiste qui est assez connu sous son nom sous son nom latinisé, Geber, qui s'appelle en fait Jabir el-Nayam, on considère Geber, on dit plutôt. Enfin, Geber. On considère que c'est l'un des premiers chimistes. En vérité, il était alchimiste et c'est lui qui a découvert notamment l'acide chlorhydrique, je crois. L'acide nitrique et sulfurique, on les a obtenus assez simplement. Le sulfurique par la pierre, par le soufre. Alors là, j'ai du mal. Excusez-moi, et t'as encore d'autres choses à rajouter sur l'histoire et ce qu'on doit à l'alchimie encore Quand on dit qu'on passe à la chimie, on peut dire que c'est vite fait. Moi, j'ai du mal à du coup, vu tout ce que tu viens de dire, Fabien, j'ai envie de me retourner vers toi et de dire qu'est-ce que c'est que cette introduction de podcast. Tu nous dis que c'est pas la préscience, ça a l'air quand même vachement. C'est pour ça que je préfère parler de proto-chimie que de pseudo-science. Alors voilà. Ouais, parce qu'en fait, la rigueur justement, de la discipline n'est pas ça. C'est-à-dire que la même. C'est un changement de paradigme. Oui, c'est ça. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que Fabien. Bachelard dit que l'alchimie est pratiquée avant tout comme une contemplation du monde. C'est-à-dire qu'il y a une dimension fondamentalement religieuse, mystique qui est derrière. On l'a dit. Et ça, c'est sûr. Et qui en fait touche à... il décompose tout un tas de pensées alchimiques. Et il dit, ben voilà, regardez, l'explication positiviste, en fait, ne fonctionne pas. L'explication positiviste, c'est l'explication qui dit qu'en fait, c'est des scientifiques qui se cachent. Exemple, un conseil qui dit, il ne faut pas pisser, il ne faut pas pisser en haut d'une rivière. Il dit, vous voyez, l'explication positiviste, ce serait de dire, vous voyez, on avait déjà une certaine idée de l'hygiène et qu'il fallait pas que les gens qui boivent en aval de la rivière, il faut pas pisser près de la source. Non, surtout pas. Référence à nouveau au Val, pour ceux qui se poseraient la question. Ça devient hermétique comme podcast. Ouais, donc voilà, il faut pas pisser près de la source parce que sinon ça infecte tout le reste de la rivière. Et il dit, c'est une explication positiviste qui ne tient pas debout parce que par exemple, on a d'autres explications du genre, on a d'autres interdits du genre ne pas pisser en direction du soleil. Et là, l'explication hygiéniste ne tient plus. Et il dit, en réalité, c'est une explication psychologique, psychanalytique, en fait. Là, en l'occurrence, c'est des interdits, ça renvoie à des interdits du père. La source, le soleil, l'origine, quoi. Oui, on crache pas sur l'origine. Sur ses aînés, voilà. Et donc, on ne pisse pas même sur ses aînés. Et donc, je pense pas qu'il y ait de chimistes aujourd'hui qui nous disent « Ouais, moi je décompose de l'uranium parce que ça me parle complètement de mon rapport à la matière et de... » Ou en tout cas, il y en a pas qui l'admettent. C'est-à-dire que justement ce que dit Bachelard, mais là je vais peut-être à nouveau un peu aller vite par rapport à Morgane, c'est que cette rêverie scientifique est restée. Et que si par exemple, pourquoi on parle... Si je vous parle d'ondes, tu vois, l'onde, c'est à l'heure actuelle, les oscillations qu'on voit sur un oscilloscope. C'est la propagation d'une perturbation. Voilà. Sauf que au départ, utiliser le mot d'onde n'est pas innocent, puisque l'onde, au départ, c'est un courant d'eau. Qui te rend si hardi de troubler mon brevet? Non, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde claire. Onde pure. Claire, une onde pure. Et puis, l'histoire la fable du loup et de l'agneau. Donc, et il explique que par exemple, toutes les recherches sur l'électricité en physique ont bloqué à un moment parce qu'on avait psychanalytiquement, on avait des préconceptions qui faisaient qu'on pensait l'électricité comme un feu et qu'on avait du mal à comprendre pourquoi elle se déplaçait quasi instantanément, Des conceptions qu'on a énormément de mal à enlever de la tête des élèves. Voilà. En tant qu'électricité, tout le monde voit ça comme une espèce de courant d'électrons qui se balade, et alors, c'est marrant comme une fontaine c'est marrant que tu parles de ça parce que... Putain, c'est pas ça. Excuse-moi, tu viens de là, c'est quoi alors? C'est plus
complexe. C'est une onde électromagnétique. Et une onde, c'est pas uniquement un flux d'électrons. C'est comme la lumière, c'est à la fois des photons et à la fois une onde. Bien sûr. C'est amusant que tu parles de ça, parce que Bachelard, puisque ma copine se moque de moi quand je dis Bachelard, elle dit on a l'impression que t'as la casquette à l'envers et puis que tu te promènes en survêt jogging, genre Bachelard. C'est Bachelard, yo. Ouais, Sûrement, donc, oui, bref. sûrement, oui. Bachelard, avant d'être prof de philo reconnu, a été postier, peintre et prof en physique. Et notamment, il parle à un moment de... il a une belle barbe. Il a une belle barbe, ouais, Ouais, c'est clair. Pour tous ces boulots-là, il était pareil, quoi. Il avait Nickel. le physique. Il dit par exemple sur les rêveries de l'eau, il dit jamais je ne captive autant l'attention de mes élèves que quand je fais brûler un morceau de liège avec un peu d'acide, parce que c'est impensable que l'eau puisse brûler comme elle le fait. Transparent puisse se faire fondre quelque chose. Voilà, c'est ça. Ouais. De la même manière, quand on fait brûler de l'alcool, faire brûler de l'eau, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans les rêveries intérieures qu'on a, parce que l'eau est renvoyée à... D'ailleurs, les alchimistes ont été quasiment les premiers à trouver les eaux fortes, les alcools, les choses comme ça, justement avec l'alambic qui permet d'obtenir donc des distiller, alcools. ouais. C'est La ce qui fait que, distillation. entre autres, les Arabes avaient de l'alcool pour soigner les blessures quand nous on leur collait un tison brûlant, tu vois. Et ils appelaient ça l'aqua mirabilis, l'aqua forte, etc. D'accord. Ouais, l'eau forte. L'eau Ouais, l'eau forte, l'eau de vie, tout l'eau ça. de vie. Putain. Aqua vitae, etc. Donc, ouais, tout ça pour dire que Ouais, très chez bien. les alchimistes, ok, ils font tout un tas de découvertes, mais je pense que c'est pas sûr que pour eux c'était des découvertes tellement importantes, tu vois. Je sais pas, enfin, alors ça, il faudrait voir ce qu'ils considéraient comme des découvertes importantes, mais sans doute que l'alchimie était avant tout Très compliqué parce que un parcours Pardon. intérieur et personnel. Tu vois, un peu comme De ce qu'il y a toute dans façon- l'œuvre Ils en noire. ils en avaient déjà conscience à l'époque aussi. C'est quoi l'œuvre noire? Alors, L'œuvre noire, c'est un bouquin de, pardon, non, mais c'est un bouquin de Marguerite Yourcenar que, c'est un très beau livre. Il est question, en fait, on y suit entre autres Morgane. un personnage fictif dans la Qui s'appelle France Zénon. du 16e, 15e, 16e, je ne sais plus, qui s'appelle Zénon. même les Flandres, Les Flandres, oui, mais enfin, il est question de Montpellier. enfin l'Europe, etc., oui, il voilà. va partout. Qui est médecin, alchimiste et philosophe. Et D'accord. on suit ce Zénon-là, à la fois dans tout ce qui est le background historique de cette époque, mais aussi toutes ses réflexions sur l'homme, sur le progrès de la science, parce qu'en tant que médecin, il se confronte justement à tout ce qui est Et scolastique, puis progrès, il vit la censure, répression etc. aussi, ouais, ça. Et toutes les questions religieuses de la réforme, du protestantisme, des hérésies, de la pression. En fait, il y a vraiment deux bouquins de Marguerite Yourcenar qui valent vraiment la peine d'être lus. C'est l'œuvre noire et les mémoires d'Adrien, qui parlent de l'empereur Adrien, tu sais, qui était aussi. Mais un l'œuvre noire est philosophe. un livre de Marguerite Yourcenar. Non, mais le il docteur Cahuzac. Ouais, mais il fait directement référence à une étape du parcours alchimique qu'on appelle l'œuvre noire. Et là, D'accord. du coup, ça m'offre une transition super. C'est-à-dire qu'effectivement, trouver de l'acide nitrique ou c'est une étape sur le chemin fondamental de l'alchimiste qui est de trouver la pierre philosophale. Alors, il y a ce qu'on appelle le grand œuvre, trouver la pierre philosophale, et le petit œuvre qui, je crois, mène à la panacée, donc l'élixir de vie qui soignerait toute chose. D'accord. Côté très médical. C'est pas pour rien d'ailleurs que les alchimistes ont fait des laboratoires qui sont ensuite passés aux apothicaires, etc. Et donc, la route du grand œuvre passe par plusieurs étapes. Elles sont 3 ou 4. L'œuvre noire, la toute première, qui consiste justement, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui passe par la calcination, etc. Et donc, Pour les détails, vous pourrez acheter le jeu de rôle sur la route de Chrysopée. Ouais, et encore, moi là-dessus. Oui, parce qu'il y a l'œuvre noire et puis ensuite il y a l'œuvre jaune. T'as l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, Ah ouais. l'œuvre d'accord. au blanc, l'œuvre au jaune qui parfois y est, parfois n'y est pas, et ensuite l'œuvre au rouge Ouais. qui est la dernière étape. Et en fait, elles font toujours référence à la couleur que prennent les métaux pendant l'opération. Et il y a certaines étapes, je crois que c'est l'œuvre au blanc, qui dure des années. En fait, le grand œuvre alchimique, c'est l'œuvre d'une vie, voire même de plusieurs vies. Et quand tu disais que effectivement, il y a un côté très mystique et très sacré, il y a un proverbe alchimique qui résume tout. Alors,
en latin, je ne veux pas faire de bêtises, c'est ora et laboris, prix et travail. Qui d'ailleurs a été repris par les bénédictins, c'est la devise des bénédictins, ora et labora. Et ça, en fait, ça prouve deux choses. Ça prouve que l'alchimiste en tout cas, doit travailler, sans cesse interroger le monde, se dépasser, etc. Ouais. Et il doit garder aussi une certaine humilité vis-à-vis de lui-même et de ce qu'il sait, et ne pas se prendre aussi pour Dieu, tout en reconnaissant qu'il y a une dimension sacrée, transcendante, toute chose. Comment on sait ça, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, alors, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge? Alors, il y a des écrits alchimistes. Et c'est parmi les rares écrits, comme on le sait, qui sont... Alors, lesquels tu conseillerais? Parce que moi, franchement, j'ai lu des livres imbitables sur l'alchimie. Il y a un vrai travail de dépoussiérage. Moi, j'invite vraiment à relire Bachelard, qui pour le coup est synthétique et puis qui offre une lecture que je trouve être une lecture j'ai pas le bouquin d'histoire de la chimie que j'avais, j'aurais pu exotérique sources, quoi, mais pour s'éviter les charabia. Alors, si vous voulez des textes alchimiques, vous trouverez beaucoup d'extraits. Vous pouvez trouver le contenu de la table d'émeraude sur Wikipédia. C'est très très court, hein. Mais alors je vous préviens que c'est imbitable, mais vous pouvez le trouver. Donc ça, c'est un des premiers textes de base. Vous pouvez trouver des traductions françaises des alchimistes arabes, pareil, sur Internet. Renseignez-vous sur les travaux de Pierre Laurie, qui propose aussi une explication et une traduction qui est vachement plus accessible, parce qu'en plus, c'est de l'arabe médiéval. Mais si vous êtes curieux, lancez-vous, hein, vous verrez le concept. D'accord, oui. Et effectivement, si vous tapez alchimie, alors comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus, il aurait fallu que je... Bruegel et les textes de Paracels. Lisez les textes de Paracels, les extraits de textes de Paracels que vous pourrez trouver sur Internet. Vous aurez une bonne idée de ce qu'est la pensée alchimiste de Paracels, donc qui est plutôt Renaissance. Internet, pour tout ça, moi, j'ai absolument pas confiance, en fait. Le problème de l'alchimie, c'est ça, c'est un problème de confiance. Les textes de Paracels ayant été publiés, je me demande si vous pouvez pas les trouver sur Gallica, qui est la bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque nationale de France, hein, la BNF, qui a un stock considérable de bouquins scannés, de manuscrits. Numérisé, et là vous aurez accès au texte papier. Pour te dire quelque chose de... Lisez Newton aussi. Oui, je sors du sujet de l'alchimie pour parler du sujet de la chimie même. On a très très peu de textes. C'est un problème qu'on s'est vite rencontré. La science physique étant très 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 ancienne et très reconnue, on a beaucoup de textes sourcés. La science de la chimie est très récente et personne ne s'y intéresse parce qu'elle est trop industrielle entre guillemets. D'accord. Et donc il y a très 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 peu d'ouvrages de référence sur l'histoire de la chimie. C'est donc l'histoire de la chimie qui en fait généralement commence, même si c'est assez court, par l'alchimie parce qu'il y a un lien nécessaire. L'un n'est pas enfant de l'autre. Il y a un lien, mais en fait il y a très peu de sources. Donc en fait tout ce qu'on dit, si ça se trouve, on nous dira dans un an ou deux, nous-mêmes on dira peut-être voilà, podcast bullshit, il portait très bien son nom parce qu'on a dit de la merde pendant 2 heures. Il y a plus largement, il y a un bouquin que moi j'ai bien aimé justement dans la collection bouquins qui s'appelle L'ésotérisme de Pierre Riffard et qui est une approche relativement raisonnée. Quand je dis raisonnée, c'est justement pas trop bullshit de l'ésotérisme. C'est vraiment le mot du podcast. Bullshit. Dans lequel il présente des textes, il explique d'où vient la tradition. On va pas lancer le débat de toute façon, mais est-ce qu'on peut dire qu'une source est fiable, hein, à part de le voir de ses propres yeux, on peut être sûr. Je trouve un peu, je suis pas tout à fait touché par l'analyse que Riffard fait de l'ésotérisme. Je trouve qu'il va pas assez dans l'analyse. Enfin bon. Après, ça reste à mon avis un bouquin intéressant si vous intéressez à tout ça. Vous voulez vous éviter de vous perdre. Morgane. On va accélérer un peu. On va faire un bond dans le temps. Donc ça, c'est les bases. Écoute, il est 17h. Vous avez votre train, il est à 19h. On a encore du temps. Oui. Alors voilà. Un podcast bonus. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je veux dire, c'est n'accélère pas forcément outre mesure. Comme on a pas mal de choses à traiter, il faut. D'accord. Ok. On va éviter le podcast bonus de 4h30. 40 minutes de podcast pour le moment. Ça va, hein, on n'est pas... Donc ça c'est l'alchimie, ça c'est les bases de l'alchimie historique. Ensuite, donc le courant alchimique ne s'est jamais arrêté. C'est pas un jour il y a eu l'alchimie, puis un jour il y a arrêté d'y en avoir. C'est-à-dire comme on dit, même Newton, etc., a fait des études d'alchimiste et l'alchimie, je dirais, des grosses guillemets, scientifique, a acquis un autre sens autour du 19e siècle,
avec les romantiques qui sont justement qui étaient très fans de Moyen Âge et qui donc se sont replongés dans les textes médiévaux, les histoires de moines, d'abbayes, le roman de la rose. C'est le courant gothique en fait. C'est ça, exactement. Oui, plus gothique que romantique. D'accord. Le roman de la rose, c'est ça. C'était une réinterprétation de tout ce côté un peu mystérieux de l'alchimie, à mi-chemin entre l'ésotérisme, la franc-maçonnerie, les Templiers, l'hermétisme, etc. Théorie et ça, du complot. Assassin's Creed est le meilleur exemple connu, là, je pense, d'à peu près tous les auditeurs, de cette réutilisation de la vision gothique de l'alchimie. Ce côté templier, pomme d'Éden, pierre philosophale, théorie du complot. Enfin, j'allais dire théorie du complot. Il y a théorie de... Pensée du complot. Pensée du complot. Ça dit, il y a des... Illuminati, voilà, c'est le mot que je cherchais. Illuminati. Etc., etc. Il y a des bouquins qui montrent le lien justement entre ésotérisme et théorie du complot, qu'en fait c'est la même pensée qui serait derrière. L'idée d'un grand tout, l'idée d'un grand tout qui fonctionne. Bref, tu fais un podcast de la cellule, quoi, Fabien. C'est c'est bon, quoi. On est là, il on est existe entre amis, encore là, des alchimistes qui sont connus, etc. Et le courant de l'hyperchimie, au moment où il y a eu le... C'est ça, c'est j'aurais dû relire, je voulais relire ça, mais je l'ai pas relu, donc je vais pas dire de bêtises. Mais si je me souviens bien, au moment où il y a eu une espèce de période magique, en fait, au moment vers 1700, au moment où il y a la chimie qui a apparu, qu'il y avait encore les alchimistes, il y avait les spagyristes, et il y avait 4 ou 5 courants en même temps qui se prétendaient plus ou moins de la même et qu'on n'arrivait pas trop à savoir. Et celle qui est sortie entre guillemets victorieuse, c'est la chimie parce qu'elle rapporte de l'argent. Je suis désolé, parce que la chimie, c'est à peine drôle en fait. C'est à peine drôle parce que c'est parce qu'elle a pu être industrialisée, qu'elle est et donc être utile à la majorité. C'est sûr que fabriquer de l'or pendant 50 ans dans un tout petit fourneau au fond d'un laboratoire, c'est pas comme ça qu'on devient riche, quoi. Moi, je suis sûr qu'ils le font à Fort Knox. Je pense qu'il y a des. Et il y a encore aujourd'hui des spagyristes et des hyperchimistes. C'est les hyperchimistes, ceux qui étaient persuadés qu'en fait tout ce qu'on trouvait comme théorie scientifique derrière la chimie, ils se raccrochaient, je crois, à l'idée que malgré tout, il pouvait y avoir quelque chose de mystique derrière et qu'en utilisant les théories scientifiques de la chimie aujourd'hui, ça ne pouvait absolument pas nous empêcher de réaliser le grand œuvre. Voilà, donc il existe encore des alchimistes, sont des gens qui font la recherche du grand œuvre et qui se sont plongés dans les textes hyper compliqués et hyper codés, qui souvent parlent hébreu, arabe, latin, grec, araméen, etc. Oui, parce que pour ceux qui le savent pas, les textes... astronomes, astrologues, chimistes, parce que maintenant l'alchimie se nourrit aussi des connaissances chimiques. Ça devient voilà. Et voilà, parce que juste pour préciser, les textes alchimiques sont parmi les textes les mieux codés de l'histoire. Il y a encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes qu'on n'arrive pas à décoder, parce que le principe de l'alchimie, c'était aussi de passer par l'étape de la transmission vers son apprenti, donc le maître et l'apprenti, où en fait chacun des textes d'un alchimiste devait être codé, mais selon un code tellement complexe qu'en fait, si on n'a pas le mec en face de nous pour nous décrypter, qui nous explique pas le cheminement de sa pensée pour décrypter le texte, on peut pas décrypter le texte. Et ça c'est encore effectivement une des caractéristiques de tout mouvement ésotérique en fait. Ouais, l'alchimie est complètement il y a toujours une histoire de transmission aussi, orale et de transmission. Enfin, normalement, la transmission est orale, c'est-à-dire l'écrire, c'est un peu une transgression. Ouais, mais c'est une transition vers sens que vous êtes en train de faire là. Mais exactement. Et il faut savoir que donc l'alchimie, comme le disait Fabien, donc peut être vue d'un côté proto-chimie et c'est critiqué par certains. D'accord. Mais on peut aussi lire toute la démarche alchimique du grand œuvre, etc., comme une démarche symbolique. C'est-à-dire que, en fait, transmuter le plomb en or, ça n'est pas uniquement changer du plomb en métal, partez du principe que vous êtes le plomb et que toute votre démarche alchimique fera de vous de l'or. C'est-à-dire qu'en cherchant, en essayant, en priant et travaillant, vous finirez par devenir un être. Vous allez transmuter, vous. En fait, vous êtes la pierre philosophale. Nous sommes des transmutants. Exactement. On est tous des on est tous des pierres philosophales en puissance. Tu sais, c'est. Nous sommes tous des pierres philosophales en puissance. Vous pouvez pas voir la tête de Maxime autour de la table, mais c'est. Maxime fait du grand Maxime. Et en fait, il se recoiffe. L'alchimie peut se lire comme ça, et c'est pas pour rien d'ailleurs. Mais vous trouvez ça aussi dans les médecines orientales, que le corps humain est l'un des premiers
l'un des premiers laboratoires d'expérience, quoi. C'est vachement intéressant. Il dit ça à un moment dans L'œuvre au noir aussi. Il dit que à un moment il erre dans la campagne et puis il marche. Zénon, le héros de l'œuvre noire, dit ça. C'est ça. Et il dit qu'il a toute une méditation parce donc pour dire les choses bêtement, il chie dans les champs. Et il a toute une réflexion sur le fait que effectivement le premier alambic c'est l'estomac et que la merde c'est une première étape de l'œuvre en fait philosophale de transmutation. Et donc pour appuyer cette vision psychanalytique de l'alchimie, il y a flûte, son nom m'échappe. Est-ce que c'est Gilbert Durand, je crois, qui a écrit, qui est un continuateur de Bachelard, qui, on se demande si c'est du Bachelard ou du cochon. Qui justement continue Bachelard et réfléchit en catégorisant, en classant les symboles. J'ai adoré cette blague. Vous pouvez. Vous pouvez imaginer l'alambic comme étant votre corps à vous. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, remplissez-vous d'alcool, il renvoie à trois postures. Vous allez vomir. À trois postures fondamentales de l'être humain, qui sont les postures digestives, copulatives et posturales. Je sais plus si c'est les postures, digestive, c'est tout ce qui renvoie à la digestion, au nourrisson de mon tétan, ça vous est tous arrivé d'avoir le bide hyper rempli et puis d'être un peu comme ça accommaté dans un d'avoir coin. Les dents du fond qui baignent. Voilà, c'est ça, en étant de bonne heure, sans avoir besoin de gerber. Il y a la dimension copulative qui renvoie à la respiration, mais aussi à la à la sexualité, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont des mouvements de cycle. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. Ouais. Non, si tu veux, si la sexualité est gênante, on peut simplement parler de la respiration. Et puis ça, c'était un sacré argument notamment pour les alchimistes. La révolution de la Lune, c'est 28 jours. Le cycle menstruel d'une femme, c'est 28 jours. Plus ou moins. Donc, attitude. Alors, la féminité a quelque chose à voir avec la Lune. Là, en l'occurrence, Gilbert Durand, c'est quelqu'un qui n'est pas un alchimiste dans le sens où c'est pas un ésotériste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rationnel comme Bachelard, en tout cas essaie d'utiliser une méthode dite rationnelle, même s'il faudrait définir ce que ça signifie, pour s'intéresser à des phénomènes qui sont, comme toujours en psychanalyse, des phénomènes qui eux ne sont pas rationnels. Et donc la dernière posture, c'est la posturale, c'est-à-dire le fait de se redresser. Ça, c'est facile à faire. Vous êtes avachi sur votre chaise comme moi en ce moment, puis vous vous redressez comme ça, poitrine en avant, épaule en arrière. Et donc ça, il explique que tous les symboles se classent plus ou moins dans ces trois catégories. Donc tout ce qui est de l'ordre du digestif, c'est de l'ordre de l'alambic, la coupe, la mare, la mer, MER, bien entendu. Ensuite, donc tout ce qui est de l'ordre du mélange. Fou les pensées que les hommes ont parfois. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre du copulatif, c'est tout ce qui est de l'ordre du cycle, de la transformation, la roue, la révolution des astres, la sphère, tout ça. La table, parce que tu vois, c'est un endroit où tu échanges. Ouais, la table ronde. La monnaie, la pièce de monnaie. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre de la posture, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie de l'épée, tout ce qui fait une différence entre le haut et le bas, type le héros contre le monstre, type le jugement, Dieu, le Père, l'azur, le soleil aussi. Il y a énormément de choses autour du soleil. Moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à Wittgenstein, qui disait que le monde, c'est un ensemble complètement chaotique, désordonné. Et que tout langage, mais sous-entendu toute théorie ou toute tentative de comprendre le monde est une structuration, un ensemble de, une espèce de grille, d'analyse qu'on plaque sur le monde chaotique. Alors, et chacun voit ensuite dans ces grilles ce qu'il veut y voir et analyse et tord le monde pour que finalement le monde corresponde à ces grilles. Quand j'entends ça, je me dis, mon Dieu, les humains sont capables de fabriquer des grilles
absolument remarquable, alors qu'on parle tous du même monde. Moi, c'est ça qui me... Enfin, a priori, en tout cas, il y a un espèce de réel qui résiste. Et... Ce qui est certain que ce qui est fascinant fascinant, vraiment. Ce qui est fascinant dans les théories à la Bachelard et Gilbert Durand, mais aussi toute la psychanalyse, en fait, c'est que c'est une tentative d'approche rationnelle. Bon, alors, rationnel, il faudra que je définisse ce que je veux dire. C'est-à-dire clair, défini, organisé, voilà. Par opposition à l'ésotérisme, de phénomènes irrationnels. Type les symboles, pourquoi on a eu besoin de parler d'ondes pour parler d'oscillation, pourquoi on a eu besoin de... Et c'est pas seulement une question de ressemblance, c'est parce que ça touche à des choses qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus ancrées en nous et en notre formation psychique. En plus, tous les symboles alchimiques ont toujours un double sens. C'est-à-dire que le latanor, en alchimie, qui est un mot qui revient souvent dans les textes alchimiques... C'est le feu, le four. C'est le creuset, au sens métallurgique, c'est-à-dire ce par quoi coule le métal fondu et qui permet en fait de mélanger les métaux pour obtenir un alliage. Mais l'atanor, c'est aussi l'esprit humain qui prend des connaissances, Attention à ton micro, des observations, Il y a la position podcastale aussi. Et c'est une position podcastale, c'est une position où le micro est devant la bouche et non pas devant la tête, comme ça. Oh il est méchant, hein. C'est lui qui fait le montage après, donc. Oui, forcément. non, mais il a raison. Et le latanor, c'est aussi l'esprit humain. Et en fait, le corps humain, globalement, le corps humain, quand on invale des éléments puis qu'on. Non, mais là, c'est tout ce que vient d'expliquer Fabien par rapport à l'alambic. C'est fou, c'est fou. J'ai jamais pensé à ça. Mais quand t'as dit tout à l'heure le coup des règles des femmes et des cycles de la lune, mais ça fait réfléchir quand même, moi je trouve. Alors ok, c'est une coïncidence, c'est quand même une sacrée coïncidence. Ça fait réfléchir. Ce qui est marrant aussi, c'est des trucs du genre tout bête, genre pourquoi est-ce que c'est hyper complexe de se dire pourquoi est-ce que la lune, elle a la même période de révolution autour de la Terre et sur elle-même. C'est un truc de fou. C'est ce qui fait qu'on voit toujours la même face. Putain, mais oui, c'est vrai. Comment ça se fait que la Lune, elle a exactement la bonne taille pour recouvrir le Soleil en termes de perception par rapport au fait qu'on est sur Terre? Mystiquement, c'est un truc de malade. Alors, il y a un excellent bouquin qui s'appelle Le Pendule de Foucault, qui a été écrit par Umberto Eco, et dans lequel il parle d'ésotérisme. Et il parle d'ésotérisme pour s'en moquer et évidemment pour le critiquer, mais comme c'est Umberto Eco, il le fait de manière très très amusante et fine. Et à un moment, il dit... Regardez ce kiosque à journal. C'est les mêmes kiosques à journaux qu'il y a partout dans Paris. Eh bien, si on prend le carré de la diagonale de la fenêtre d'ouverture, on obtient un millionième de la distance Terre-Lune. Si on prend la hauteur, elle est égale à un 33e de la hauteur de la pyramide de Gizeh. Et il fait tout un tas de trucs. Et il dit, le problème, c'est que quand on cherche des correspondances, on en trouve toujours. On cherche pas forcément des correspondances. Moi, je constate. Je sais pas chercher de correspondance, j'ai juste constaté. Oui, mais si tu pars avec l'idée que il y a dans le macrocosme et dans le microcosme des correspondances et que ces correspondances sont importantes et signifiantes, je pars avec cette idée, je la constate. Oui, mais justement, tu la constates parce que tu penses que c'est important. Et du coup, sinon, en gros, tout ce que je dis ne veut rien dire, ce que tu me dis. Je peux rien dire en fait. Donc c'est comme si tu me disais, taisons-nous tous parce qu'en fait tout ce qu'on dit. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Maxime. Non, mais ne fais pas dire ça. Je vois ce que Maxime veut dire, c'est-à-dire que. Qu'est-ce que je peux dire du coup en fait? Voilà. Alors justement, c'est bien ça la difficulté de. En fait, il faut pas chercher la confirmation, il faut chercher la réfutation. Oui, c'est ce que moi je revendique ça, c'est ce que revendique la science. Et donc du coup, on n'a pas le droit de. Un théoricien scientifique ne cherche pas absolument à expliquer sa théorie. Il cherche à faire une théorie qui fonctionne et que personne n'arrivera à réfuter. Oui, d'accord. C'est bien pour ça que je te dis que. Il le cherche pas, il essaye. Il faut se méfier des coïncidences qu'on voit. Oui. C'est comme il y a, je crois, une corrélation parfaite entre l'apparition de Nicolas Cage dans des films au cinéma et le nombre de noyades dans des piscines. Dès que Nicolas Cage apparaît... Corrélation ne veut pas dire causalité. Oui, d'accord. Il faut voir maintenant ce que Cage produit. Il y a tout un blog qui s'appelle corrélation, je sais plus ce que c'est. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est pas une. Juste que ça peut être un point de départ intéressant.
J'ai pas dit que c'était une explication, qu'il fallait chercher l'explication. Non mais je sais très bien. Simplement, je sais. Enfin, je te taque pas personnellement. Je te connais comme scientifique. C'est juste, j'explique quel est le danger ou la faiblesse de ce. Oui. Mais tu fais bien. Non, mais je vois, t'as raison. Tu fais bien. Pour une fois, c'est moi qui fais le positiviste. C'est quand même, c'est quand même un comble. En fait, on diffusera que ce podcast. Tous les autres seront supprimés. À la mémoire de Fabien. Salaud. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que c'est pas le moment de parler de la suite? Je sais pas. Est-ce que tu t'en es où, Un point Morgane qui va me permettre de faire une transition vers Sens, justement. D'accord. Pour les On va vers alchimistes Sens, arabes, d'accord. la lettre, c'est-à-dire la lettre de l'alphabet, hein, pas la missive, la lettre de l'alphabet. Le langage, en fait, en lettres orales écrites, est la constituante du monde véritable. Si jamais on arrivait à voir le monde hors du voile de la matérialité, qu'on arrivait à soulever ce voile-là, on verrait des lettres. Vous voyez, dans Matrix, à un moment, il a une espèce de révélation, il voit que des chiffres comme ça, comme s'il se rend compte qu'il est dans la matrice. D'accord. Imaginez, je veux pas non plus, mais imaginez que, en fait, pour les alchimistes arabes, la lettre, c'est ce qui permet au monde d'être. C'est un peu aristotélicien. Vous avez une première sphère qui est la sphère parfaite du nombre, de l'harmonie, de tout ce qui est du rythme, etc. Cette harmonie parfaite, ces rapports mathématiques, cette dynamique, etc., la physique, bon, toutes ces choses-là, ne peuvent exister que parce que le langage les fait advenir en tampon dans le monde réel. En tampon, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'elle est médium. C'est le Ah, en tampon. Ah oui, d'accord. Ah oui, en tampon. Parce que comme tu as fait le geste du tampon, de tamponner quelque chose. Ah non, je voulais dire que ça descend en fait. Vous avez en delta, enfin en opposition, en contrefort, je sais pas comment, en interstice. C'est ça, exactement. C'est ce qui fait la transition, le média en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle un média. C'est le média entre cette sphère-là et la et sphère en fait, de la réalité. tout est langage. Donc tout est pour langage. les alchimistes arabes. Le monde est un langage. Cette histoire de en premier fut le verbe. Alors, au commencement était le verbe. Dans la Bible, ça provient de là, plus ou moins. Alors, effectivement, ce serait très compliqué d'en parler, mais effectivement, le fait que Dieu parle et que ça advient, voilà, Dieu dit, les choses sont, fiat lux. On a ici un philosophe, un écrivain, un auteur de jeux de rôle, à ma gauche, Fabien, qui va très bientôt, faire un jeu sur ce thème. Ouais, le langage performatif. Merci. Tu teases très très bien. Félicitations. Le langage performatif. Il boit aussi très bien de la bière. Oh là là. Donc transition voilà pour vers la Sens. Transition oui, et vers attends, Sens. pour revenir juste à ça, c'est... tout de même. Je plaisante. Juste pour dire que c'est une idée qui revient aussi beaucoup dans la Kabbale, mais qui est... Alors, de toute façon, les alchimistes arabes et la Kabbale... Dans la numérologie contemporaine, enfin je sais pas trop si est héritière, mais qui est aussi liée à l'idéalisme platonicien, l'idée qu'il existerait une réalité indépendante, extérieure de nous, supérieure. En fait, c'est un mélange entre Platon, Aristote et le Coran. D'accord. Globalement. Ouais. Et puis tout ce qui est de la Kabbale, de l'hermétisme et toutes ces choses-là. Kabbale. Voilà. Mais Pythagore, qui dit que tout est nombre. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. Pythagore. Ouais. Et c'est magicien. Lisez la page Wikipédia de Pythagore, elle est fascinante. Elle est assez incroyable, je trouve. Elle est incroyable cette page. Et ils font un peu peur, hein, ça fait un peu secte les pythagoriciens. Ouais, puis voilà quoi, ils les appellent carrément de magiciens. Enfin, quand on lit, on a l'impression que c'est un supplément de jeu de rôle qu'on est en train de lire en fait. Les acousmanciens. Puis on voit les références, on fait non. Tu comprends pourquoi ça m'amène à Sens, la secte, tout ça. Pythagore, la page Wikipédia, elle est vraiment fascinante. C'est une des pages Wikipédia qui m'a le plus impressionné. Maintenant, on va pouvoir parler de Sens. Je vous jette des questions en wrap comme ça, puis vous les prenez comme vous voulez. En wrap. En vrac. On y va. En vrac. C'est parti. La philonite. 45. Il m'a fait sauter. Tu m'as défoncé les oreilles, Fabien. En 2 briques. La philonite est-elle la pierre philosophale? La métallite est-elle la recherche de l'homonculus alchimique qui est l'homme l'homme parfait qui ne périt jamais, aussi stable que l'or? L'immortalité des personnages, etc. appartient-il aussi à la quête alchimique? Traverser Cyrune revient-il à faire les œuvres du parcours alchimique? C'est ça, exactement.
tout ce qui est la question de la transmutation et de la transcendance dans l'œuvre. L'utilisation de des Romain mots, Luc. le mot simulacre, qui est l'une des premières explications de la vision par Ibn al-Haytham, un grand alchimiste arabe. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des simulacres qui Qui rentre dans émanent de chaque objet, non, c'est pas C'est ça? ça. Et il y a des simulacres et une impression de ce l'hermétisme de la simulacre qui phionite, qui de s'imprime dans l'armure l'œil. Ces choses-là. phonétique. La Mais question cette des personne-là secrets, aussi- des langages codés et des termes à double sens. Et évidemment, la performativité du langage. Bien sûr. Alors, Mais pas uniquement, il y a aussi Ah, entre l'homme autres choses. l'homme qui D'ailleurs- devient Dieu. L'homme qui devient L'homme Dieu. et l'homme qui devient Mythos qui Dieu. voit le verbe de sens. Tout à fait. Tout ce Je genre pense que c'est plutôt de l'ordre de l'ésotérisme en général, en fait. Toi qui es baigné quand même d'ésotérisme, Romaric, c'est plus l'ésotérisme que spécifiquement l'alchimie qui, même si sans doute l'alchimie a une position centrale dans l'ésotérisme, mais enfin. Moi, je trouve qu'il y a des termes quand même même si, est-ce que ces termes de l'alchimie en fait sont présents aussi dans tous les trucs ésotériques en fait? Ça revient quand même très très souvent. Je Je te renvoie j'ai pas cette culture. Je te renvoie à l'ésotérisme de Rifa. La page D'accord. Wikipédia me semble correcte d'après ce que j'en Et sais. après, plein de petits détails comme la division du monde en 6, mais en éléments. En tout cas, Le tout ce que je fait peux dire, c'est pas un le hasard fait si que Frédéric l'homme Sintès et moi, on l'homme s'est soit rencontrés. le miroir du monde, toutes ces choses-là. Parce qu'à la base, quand même, Donc voilà, je vous jette Voilà. plein de petits confettis comme ça. c'est là. pas un hasard si Frédéric Sintès et moi on s'est rencontrés. Si on s'est rejoints. À l'origine, en fait, sur Saint-Landry, je me suis inscrit un peu par conseil du Grumpf. Et puis je savais pas trop quel genre de personne j'allais trouver là. Et la première personne avec qui j'ai vraiment sympathisé, c'est pas du tout Christophe, avec qui je me prenais vraiment énormément la tête au départ. C'est vraiment Frédéric Sintès. Et si j'ai sympathisé avec lui, c'est parce qu'on avait une même quête. Une quête qui était de l'ordre, effectivement. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est que moi, j'avais cette quête d'alchimiste, mais à l'époque, je l'appelle toujours pas comme ça, mais en tout cas, voilà. Et lui, il faisait un jeu sur ce thème-là. Et donc, on a retrouvé des murges, absolument. Et donc, on a retrouvé en fait des thématiques en commun dont on a énormément. Mais discuté. étonnamment, Frédéric s'est complètement débarrassé de la dimension ésotérique de l'alchimie dans Démiurge. C'est-à-dire que c'est en fait un jeu qui questionne sur la transcendance et le prix de la transcendance, quoi. C'est-à-dire si je deviens capable de soigner ou de transformer l'esprit de quelqu'un par ma simple volonté, qu'est-ce que je suis, quoi? Qu'est-ce que je crée? Donc, Non, mais c'est juste que pour dire, voilà, c'est pas un hasard. ok. On s'est rencontrés aussi sur ces thématiques-là, et Frédéric, Bien sûr, pour en bien témoigner, on a discuté, mais je crois par MSN à l'époque. Hein, on a discuté d'alchimie et de Dieu et de aussi il y avait une grande thématique qui nous habitait, c'était cette idée du doute et de la certitude, qui sont deux. Moi, je disais que je procédais donc par certitude en fait, et lui il disait qu'il procédait dans sa quête, dans sa recherche d'œuvres parfaites, parce qu'en fait, dans tous les cas, l'un comme l'autre, on cherchait à faire le jeu de rôle parfait. Votre grand œuvre à vous. Le quoi. grand œuvre à nous, exactement. Et donc, moi, je procédais par certitude, lui par doute, et ça a donné lieu à des discussions abyssales. Et oui, je pense que Sens, Renaissance et Démiurge, les deux jeux ont profité en fait de toutes ces conversations qu'on a eues tous les deux à ce moment-là. Après, tous ces concepts d'alchimie. Personnellement, je les tiens beaucoup plus de mon. Là, je vais faire une énorme révélation. Je les tiens beaucoup plus de mon oncle en fait, qui était en fait un ingénieur électronique sur les bateaux. Donc il travaillait énormément en mer et tout, et il avait suivi lui aussi une quête d'ordre alchimique, et donc il avait des documents, des choses comme ça, et donc avec lui, quand j'étais tout gamin, parce qu'il est mort quand j'étais quand même tout jeune, eh bien on a parlé de ça, et on en a beaucoup parlé, et on a suffisamment parlé avec mon oncle et ma tante notamment. On regardait à l'époque, ça passait sur TF1, c'était une émission qui s'appelait Mystère, et après que cette émission soit diffusée, on restait des heures où on en rediscutait à midi en mangeant du paranormal, de tout ça, et donc et c'était rigolo parce que lui justement c'était vraiment un scientifique pour le coup pur, mais qui s'était intéressé à tout ça parce que pour la culture c'était quelqu'un de très cultivé, et c'était passionnant, et à la base les premières choses je les tiens de là. Et puis l'autre personne qui m'a influencé du point de vue de l'alchimie, c'est ma mère tout simplement,
qui était une alchimiste également, dans la mesure où elle recherchait le Dieu unique à travers toutes les religions. Donc elle a fait l'étude de toutes les religions, elle a prié tous les dieux. Enfin, elle, c'est plus. Il y a un autre nom pour ça, je crois, c'est le syncrétisme. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui pensent que la recherche d'un, en fait, Dieu est partout le même et c'est juste des modes de présentation différents de l'essence divine qui sont donc présentés de façon différente, mais à chaque fois c'est la même entité qu'on cherche à atteindre. Je pense qu'on peut trouver dans les travaux de Kant ou même dans les travaux des théoriciens de l'évolution, ce genre de choses on peut trouver des idées similaires dans l'idée que Dieu, en fait, c'est un espèce de mécanisme de la sélection naturelle qui nous pousserait sans arrêt à nous dépasser. Il y a ça chez Freud aussi. Il y a ça chez Freud. Non, Freud dit que... Ce que je veux dire, là, j'essaye de rejoindre, c'est que c'est pas uniquement une pensée de zinzin ésotérique, mystique. C'est aussi, un concept... Dans l'évolution, comme chez Freud, Kant, je ne sais pas... c'est le focus imaginarius. C'est l'idée de dire que... à nouveau, on ne parle pas de la réalité comme on parle de la réalité de, je sais pas, cette table ou ce micro ou cette tasse. C'est-à-dire qu'on parle d'une raison commune aux êtres humains de croire. Chez Freud, je crois, c'est parce que c'est la même névrose. C'est une manière de se dédouaner de ces névroses sur le collectif, quoi. C'est une manière de vivre ces névroses sur le collectif. Ouais. Oui, c'est fort probable. Mais moi, tout ce que je voulais dire, c'était que c'est pas uniquement un truc de zinzin qui cherche. Enfin, ça peut être un truc extrêmement intéressant du point de vue de la recherche, de la connaissance, de l'instruction. Enfin, c'est pas voir dans toutes les religions révélées du monde l'existence d'une seule et même entité, c'est aussi Moi, j'ai souvent le sentiment que si c'est ça ce que tu essayes de dire, j'ai souvent le sentiment que ce qui importe, c'est plus la méthode que le sujet Mais c'est un peu le sujet d'expérience. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup à la question des rêves, à la question des symboles, mais à l'aide Ah oui, d'accord, je vois ce que tu dis. Un ensemble de réflexion que n'importe quel scientifique, n'importe quel être humain, après, j'en fais le pari, pourrait adopter, quoi. Dire oui, effectivement, c'est valable comme manière de considérer, et sans faire appel à tout un tas de trucs ésotériques. Non, bien sûr. Tu vois, c'est l'ambition de la psychanalyse. Après, qu'il soit arrivé ou pas, c'est une autre question, mais... Voilà, s'intéresser rationnellement à des phénomènes irrationnels. Donc en tout cas, l'idée que dans ce sens, il puisse y avoir évidemment des allusions, des points d'intersection avec la quête des alchimistes, évidemment. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Après, de là à dire que Sens est une œuvre alchimiste, enfin si, peut-être, je sais pas. Alors, je ne sais pas ce que tu Toi, t'en es certain, Maxime. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais sur En fait, excuse-moi, juste pour rappeler l'intro de Fabien au départ, enfin tout ce qu'on a dit avant de passer au sujet vraiment l'histoire de l'alchimie, je crois pas qu'il y ait beaucoup de propos qu'on puisse ne pas associer d'une manière ou d'une autre à Sens. Mais après, tu as raison, si on a envie de les associer, on trouvera un moyen de les associer. En fait, Sens est une œuvre alchimique dans la mesure où elle est totalisante. Où elle est dans la mesure où elle est totalisante, c'est-à-dire qu'elle essaye d'expliquer le monde entier, tu vois. Il y a pas un seul truc. C'est l'idée de un des points de la science, et parfois à l'excès de manière anormale, c'est d'essayer d'appliquer une méthode seulement à certains domaines, tu vois. Ouais. Moi, je me pense sociologue et sociologue des mouvements sociaux et de l'activisme et sociologue de l'activisme féministe. Donc, j'essaye pas de développer une théorie universelle. J'essaie de développer une théorie pour expliquer. Et encore, ma thèse est encore plus précise que ça. Il y a encore 2-3 niveaux de précision après, quoi. D'accord. Alors que l'alchimique, mais comme toute pensée ésotérique, en fait. Et à mon avis, comme beaucoup de pensées philosophiques, ou en tout cas philosophie, pré-20e siècle, quoi. D'accord. Pré-analytique, quoi. Non, parce que scientifique. J'allais dire pré-Marx. Enfin, après Nietzsche. Bon, c'est pas très clair. Mais ce sont des pensées qui essayent d'expliquer la totalité, tu vois. Et donc, tentant d'expliquer la totalité, ben oui, elle se recoupe avec les pensées ésotériques qui essayent de penser le monde comme D'accord. Tu vois, il y a un principe universel. Quand on disait à l'époque, par exemple, quand on regarde la biographie de Newton et qu'on nous dit qu'il était philosophe, alchimiste, physicien, en fait, tout ça veut dire la même chose.
Dans le fond, il cherchait quelque chose, il avait une façon de penser qui, dans le fond, se ramenait à la même chose. En fait, j'ai l'impression que quiconque recherche la perfection, quel que soit son domaine de recherche, est un alchimiste. Parce qu'en fait, moi je me définirais pas comme un alchimiste. Pourtant, j'ai des envies d'épanouissement, de transcendance, enfin qui font partie des envies que n'importe quel être humain a, tu vois. Tu te définis pas comme un alchimiste. T'as des thèmes alchimiques dans tes jeux, quand même. Oh la vache, Fabien, j'ai jamais vu quelqu'un qui se connaît aussi mal. Non mais la quête de la transcendance dans tes jeux. Sortir le divan, c'est. Développe, hein. Non, mais je vois ce qu'il veut dire parce que en un sens, il n'est pas. Mais moi, c'est pareil. Je me défie du mot alchimiste parce que je trouve qu'il porte avec lui certaines valoches et certains concepts que j'ai pas envie de me fader, tu vois. Ouais, exactement. Les connotations sur l'histoire des connotations des mots. Non, et puis moi, même au-delà de ça, si tu veux, depuis le début, en fait, pour vous dire mon inquiétude, depuis le début de ce podcast. Parce qu'en ce moment, je suis doctorant. Tu as une position podcastale ? J'ai une position podcastale, tout à fait. Mais podcastale de parler dans la mousse, des vieux micros. C'est pour ça que j'ai toujours la bouche super proche des micros, comme si je... Tout à fait. Alors que maintenant, les petits jeunes de nos jours ont le droit à des micros où ils peuvent parler loin. Enfin, c'est clair. Un son extraordinaire. Depuis le début, si tu veux, ma position aussi, c'est que je pense à mon prochain poste, mon premier poste. C'est-à-dire que je suis doctorant et en ce moment, je suis en train de chercher un job. Donc, si par hasard, il y a parmi vous des gens qui recrutent... Alors, Fabien est quelqu'un de très organisé, de très méthodique, de très formidable. critique, avec un esprit d'analyse très pointu. Et je dis pas juste ça parce que... Et donc, si tu veux, je pense beaucoup à ma position scientifique parce que je me demande si, voilà, mes élèves trouvent ce podcast... Et même c'est même au-delà en fait je présente ça un peu pour me moquer de moi-même comme une position carriériste, mais en fait c'est pas que ça, si tu veux, c'est aussi que vraiment en tant que scientifique, je pense qu'on peut avoir une étude très intéressante du monde, beaucoup moins scientiste que ce qu'on présente habituellement, tout en étant très rigoureux épistémologiquement et sans avoir besoin et en étant très loin de la pseudoscience. C'est pas pour rien que je m'intéresse aussi à la philo, à des questions de métaphysique analytique, à de la poésie, parce que voilà, les questions de transcendance. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux. Moi, la transcendance est un phénomène qu'on va qualifier d'irrationnel, mais je pense qu'on peut l'aborder d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire comment vivre des expériences paroxystiques. Il y a des grands psychologues tels que Abraham Maslow. Abraham Maslow, on le présente souvent par la pyramide de Maslow. Ça vous dit rien? Bon. Si, la pyramide des besoins. Ouais, c'est ça, la pyramide de besoins. Et on présente ça comme vous voyez, ce que dit alors pour les auditeurs, ce que dit la pyramide de Maslow, c'est que il y a tout en bas les besoins de sécurité, au-dessus il y a les besoins de nourriture. On en a parlé dans divers podcasts. D'accord. Et en fait, quand on arrive tout en haut de la pyramide, il y a les besoins d'épanouissement personnel, les expériences paroxystiques. Et c'est souvent présenté dans les cours de management et dans les cours de psychologie comme une théorie un peu réac, quoi. Tu vois, du genre, il faut, avant de vous intéresser à des trucs comme la religion, il faut déjà vous intéresser à être sûr et avoir à bouffer, quoi. En fait, Maslow a développé toute la psychologie humaniste en disant, il faut qu'on développe une psychologie qui pousse à rechercher le bonheur des êtres humains et à s'intéresser justement aux expériences transcendantes, aux expériences paroxystiques, à ce que Michel Hulin, qui est un philosophe que j'aime bien, appelle la mystique sauvage, c'est-à-dire des expériences mystiques qui existent en dehors des religions. Et je suis désolé, je m'éloigne un peu, mais ce que tu dis, c'est que tu veux pas laisser le sacré aux zinzins. Voilà ce que tu es en train de dire. Voilà, et je veux pas laisser non plus le sacré aux religieux. Et moi, je tente à penser que c'est des zinzins, mais... Non, parce que quand tu disais zinzin, ça sous-entendait pseudo-scientifique, si tu veux. Oui. Mais je pense qu'on peut aborder les questions de sacré, de transcendance, de manière extrêmement rationnelle, rigoureuse. Je pense que professionnellement, je n'en aurais pas les moyens parce que je vais devenir prof en école de commerce, mais ça vaut quand même la peine de le rappeler, de le développer. C'est pour ça que je ne me définis pas comme alchimiste, parce que alchimiste se trimballe quand même très fortement, justement ce que disait Romaric, les zinzins, la connotation de pseudosciences, d'ésotérisme, dans lesquels je ne me reconnais pas. L'ésotérisme ne m'intéresse pas beaucoup. Et pourtant, je pense qu'on a développé que c'était une connotation très créé par les gothiques et romantiques. Je voudrais juste c'est plus profond que ça. Répondre. Il y a quand même un aspect mystique, mais
Mais il y a de la rigueur dans la démarche alchimique. Avant de redonner la parole à Morgane, Fabien, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Moi, je voulais juste, parce que je te voyais tiquer quand je te disais, oui, les religieux sont des zinzins. Morgane, je t'ai vu tiquer un peu. Moi, ce que j'entends par là, c'est que, pour moi, les gens qui sont religieux à fond, en fait, en gros, moi, je suis déiste, d'accord ? Donc, je crois en Dieu, mais je crois pas que les religions révélées et les églises, en règle générale, puissent nous apporter des connaissances véritables sur ce qu'il peut être. Moi, je suis exactement comme Fabien, je plussois à 2000% ce qu'il a dit. Je ne soutiens pas tout à fait ce que tu dis quand même. C'est-à-dire que j'ai une position face aux religions qui est pire. Non. Ça a beaucoup évolué. Mais ça, je crois que si je commence à parler d'athéisme et de pensée symbolique et de la rationalité des religions. Alors, moi, ce que j'aime pas dans la religion, pourquoi est-ce que j'ai tendance à penser que c'est juste rapidement, c'est que moi, ce que j'aime pas dans la religion, c'est ce que je disais à propos du mythe de la pensée grecque tout à l'heure. C'est moi les religions qui apportent des réponses abscons du genre faut faire ça parce que Dieu, faut faire ci parce que Dieu, faut faire ci parce que Dieu, le dogme. Ça me fait chier, ça m'ennuie quoi. Enfin, je trouve ça arrête la pensée. C'est pas excitant. Hein, j'en discutais jeudi midi avec une amie qui est chrétienne et qui elle est chrétienne, mais je pense de manière vraiment très intéressante. C'est-à-dire que et je lui disais, tu sais, moi ce qui m'a poussé dans l'athéisme. Alors je rappelle que la position athée, ce n'est pas croire que Dieu n'existe pas, c'est croire qu'il vaut mieux ne pas croire. C'est-à-dire dire, je pense qu'il vaut mieux ne pas croire parce que ça me rend meilleur, ça me rend plus heureux, ça me rend plus fort, etc., etc. Enfin bon, donc juste pour désamorcer un peu un vieux troll. Et je lui disais, tu sais, je crois que si j'avais été avec des gens qui avaient pu m'expliquer que plutôt que de dire la vérité, le christianisme repose sur un ensemble de symboles qui justement peuvent permettre de mieux vivre, donc une vision un peu, positive, nietzschéenne du christianisme, dans le sens où on considère que chez Nietzsche, quand une métaphysique permet de bien vivre, c'est une excellente métaphysique. Et je pense qu'il y a une lecture. D'accord. Non, mais ça se soutient tout à fait. Il y a une lecture. Là où je tique, Romaric, c'est que, on aura peut-être ce débat hors micro, parce que là, c'est vraiment pas le sujet, et j'ai pas envie d'aborder ça. Rapidement, je veux bien savoir ce qui pose problème. Alors, quand même. Je vais te dire, mais je veux pas creuser parce que je veux pas aborder ça sur un podcast. Mais ça, je suis bienveillant en général. Oui, ce que je n'apprécie pas tellement, parce que c'est quelque chose qui est souvent fait, c'est un amalgame entre le religieux et le dogmatique. Ouais, je suis d'accord. Je ne veux pas personnellement, pour plein de raisons. D'accord. Donc dans ce cas-là, je suis religieux, mais je ne suis pas dogmatique. Et même anti-dogmatique. Voilà. Donc, et je le suis aussi profondément. Mais tu vois, quand tu dis les religieux sont des zinzins. Non, j'aurais pas dû dire ça. Je m'excuse. Non, mais je suis désolée de faire à chaque fois. Excuse-moi et je m'excuse. Donc la position dogmatique est selon toi une position. Sinon stupide. Elle enferme en fait. Elle rend les gens dangereuses même. Elle rend les gens œillérés quoi. Mais en réalité, c'est tout aussi vrai. Mais c'est vrai pour aussi pour les ésotérismes. Tu peux aussi avoir un ésotérisme dogmatique. Bien sûr. Et même l'ésotérisme à l'heure actuelle, comme je le perçois, est très très dogmatique. Il faut passer par l'œuvre au noir. Non mais je m'excuse, Morgane, t'as raison de me reprendre. C'est pas vraiment du dogmatisme, parce que remettons les choses dans son contexte, passer par là, effectivement tu pourrais te dire, écoute, on s'en fout des étapes, on fait comme tu veux. Il y a des mecs qui ont dit, je te donne un... Mais comme tout est symbolique et comme tout prend 3 plombes, l'avantage de la symbolique alchimique, c'est que chacun y voit... En fait, le problème, c'est qu'on n'est plus dans l'idée de l'espoir et on ne sait pas ce que répondrait un alchimiste à quelqu'un qui lui dit « Moi, je décide de ne pas passer par là ». Est-ce que la majorité des alchimistes ce serait pas j'aimerais foutu de pouvoir, sa gueule, en fait, un jour rencontrer quelqu'un qui se dit alchimiste et qui le pratique, le grand œuvre, tout ça, pour pouvoir en parler avec lui, parce que je pense que c'est juste fascinant. Moi, c'est juste que je veux pas me le dire. Hein. Ouais, c'est des gens qui ont probablement une connaissance, comme les exégètes, en fait. Je veux pas être appelé alchimiste. Mais sinon, je partage à 200% tout ce qu'a dit Morgane sur les alchimistes tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai amené ce podcast ? Sans c'est un jeu, à mon avis, mais c'est juste que je n'ai pas envie qu'on l'appelle comme ça, parce que ça se trimballe, le mot se trimballe des casseroles. Ok. Alors pourquoi j'ai amené le sujet de l'alchimie ? Pas pour dire, mais en fait, l'alchimie, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment trop cool, c'est mieux que la science, etc. Je suis pas du tout en train de défendre la position de l'alchimie comme absolument légitime, quoi.
en opposition à la science, etc. Ça, je pense que ça transparaît. Quiconque aura fait preuve de principe de charité, d'une lecture charitable l'aura compris. C'est clair, donc je suis tout à fait d'accord. Donc je comprends ta position, Fabien, et je suis d'accord avec toi. J'ai fait des sciences sociales, j'ai fait de l'histoire. Mais ça, je doute pas, je te connais. Pourquoi j'ai amené ça ? Parce que dans l'alchimie, ce que je trouve très intéressant, c'est pas tellement le côté ésotérique, micro, macro, tout mélangé. C'est l'idée justement de transcendance, de chemin qui te permet de changer toi, de vision sur le monde. De changer le monde à travers toi, ce genre de choses. Voilà. Qui en fait est quelque chose que recherchent aussi les religions, tu vois, les moines par exemple, il y a aussi une forme de travail sur soi-même. Exactement, oui, même la psychanalyse quelque part, c'est aussi la psychanalyse, sur soi. Même si j'aurais envie de dire que la psychanalyse a une dimension plus rationnelle, si tu veux, on est comme méthode. Elle est moins colorée, elle est moins. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce chemin de transformation. On va utiliser le terme de transmutation, mais de transformation en profondeur, quoi. De tes rapports aux autres, de ton regard sur le monde, de la façon dont tu apprends. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sens, parce que ce que je trouve la force de Sens, c'est ce chemin-là que font les joueurs et les personnages conjointement, et le MJ, et le MJ aussi, au travers d'une fiction, dans des problématiques qui sont des problématiques philosophiques, des problématiques sociales, des problématiques économiques, des problématiques épistémologiques, des problématiques métaphysiques. Enfin, je veux dire, regarde tous les fans de Sens, s'ils le sont, c'est pas pour rien, c'est parce que autant on évolue en permanence dans notre vie, autant, en tout cas chez nous, on a eu la sensation d'avoir un palier tellement énorme qu'on le sent. On le sent violemment qu'on a eu un palier dans la transmutation de notre vie. Il y a eu avant Sens et il y a eu pendant Sens. La lecture d'un philosophe, quelle qu'elle soit, elle te fait cet effet-là. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est propre à Sens. Hein. Non. Moi, ça m'est arrivé aussi en lisant Nietzsche ou toi avec Wittgenstein. C'est cool quand même d'être comparé à ce genre de grands auteurs. Tu vois, moi, je le prends comme un grand compliment et tout. Après. C'est compliqué pour moi de dire oui. Enfin, tu vois, là, je serais extrêmement prétentieux. Mais je vous remercie de vos compliments, ça me fait très plaisir. Mais tu es extrêmement prétentieux, Romaric. Là, au point de me comparer à Nietzsche ou à Wittgenstein, pour moi, non, parce que moi, cette sensation que vous êtes en train de décrire là, moi, je l'ai eu en lisant le Tractatus et les carnets, plus exactement les carnets 14-16, où là, je me suis dit non, là, j'ai franchi un palier, mais alors un truc de fou. Je vois une toute petite différence au fait de lire un ouvrage qui te transforme et de pratiquer une expérience comme Sens. C'est que Sens est un jeu de rôle, il se vit à plusieurs, à l'oral, avec des débats, des choses comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que le jeu... Mais j'en ai parlé, j'ai écrit un article sur le sujet. Le jeu de rôle, dans son fonctionnement même, a une dynamique qui permet de retrouver cette sensation. D'accord. Ça plairait énormément à Mireille Dumas, tout ce que vous êtes en train de raconter. Écoute, Mireille, désolée, mais... Quand je dis que la cellule, dans JDR Mag, quand j'ai écrit l'article, là, j'ai disais que la cellule voulait faire du jeu de rôle dangereux. C'est pas dangereux. Non, mais c'est bouleversant et c'est bien. Enfin, attention, je suis pas en train de critiquer ta position, Morgane, je la partage et tu sais très bien. C'est pas vis-à-vis de toi, Romaric, c'est vis-à-vis des gens qui nous entendent. Non, mais voilà, enfin, qui fassent principe de charité sur ce que vous dites. On voit bien ce que vous voulez dire. On fait peut-être des amalgames, mais on vit les choses. C'est que pour vous, Sens, l'expérience proposée est un livre bouleversant. Ça vous a bouleversé, etc. Et non, c'est pire, c'est la première partie, moi, qui m'a explosé. Ça fait plaisir. Non, mais oui, enfin, c'est pas le livre. Horreur. J'ai beaucoup c'est peut-être moi, c'est ma personnalité, j'ai beaucoup de mal à me sentir bouleversé par ma lecture d'un livre. Par contre, malgré tout, Sens m'a fait un mal au crâne, ça m'a... les premières fois que j'ai lu Sens, moi, j'étais là en train de lire, je me disais, mais putain, je tiens un truc de ouf en main parce que j'y ai cru. J'y crois peut-être toujours un petit peu au fond et ce qui a marqué dedans, j'y ai cru, je me suis dit je suis en train de vivre un truc de malade. Et quand j'ai lancé ma première partie, c'est-à-dire que je finis juste quand j'ai lancé ma première partie, à la fin de cette partie j'étais là waouh, je suis plus la même personne. Ce qui est intéressant de certaine manière dans ce sens, c'est que on dérive un peu, mais je suis très gêné, hein, je vous avoue. Pour moi, c'est tellement quelque chose que j'aimerais bien réussir à retrouver dans le langage de Babel, c'est que dans ce sens, on crée quelque chose de mythique. Un peu comme
Un peu comme il y a quelque chose, non mais un peu Là, au sens postmoderne, si tu veux, un peu comme il y a quelque chose de mythique avec les masques de Nyarlathotep. Ouais, carrément. Tu vois, Là, on prend le du manche. Non mais non, mais au contraire, pas du tout. Ok, Fabien. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tous les gens qui ont joué au masque de Nyarlathotep savent, te diront la campagne est géniale parce que on fait plein de trucs, puis ils peuvent s'interroger, se dire comment vous l'avez vécu, comment vous avez compris ça, le passage, je sais plus, un passage en Australie, en Égypte, en Asie, je sais plus. Enfin bon. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vu. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de mythique dans le sens. Alors, ça va un cran plus loin dans le sens où le mythe, tu peux le comprendre comme un récit auquel tu ne crois pas au même titre que tu crois à cette table, d'accord, au même titre que il y a beaucoup de gens qui disent je crois en Jésus comme si Jésus avait existé au même titre que cette chaise, quoi. Mais j'y crois comme une fiction fausse mais qui m'aide à vivre, ou fausse mais qui m'aide à expliquer. C'est-à-dire que le mythe, de ce point de vue-là, est une manière d'expliquer le monde qui me permet de m'apporter des réponses. Donc, si tu veux, en tout cas de susciter des questions de susciter un cadre pour parler, qui sont intéressants, sans que jamais on y croit. Je veux dire. Moi, je ne crois pas aux immortels, si tu veux, de sens, évidemment. Mais je trouve que leur position est intéressante. Un peu comme, si tu veux, Socrate, il y a une grande part de mythe dans le personnage de Socrate. Les historiens, je pense, nous diront qu'il ressemblait pas du tout à cette image un peu de cette espèce de prophète de la philosophie qui l'apporte en Grèce d'un seul coup, et puis qui parle aux esclaves et qui dit la maïotique, gna 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 gna. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de mythique, quoi, dans tout ça. Et Sens crée des mythes de ce point de vue-là, c'est-à-dire des choses où tu te dis c'est intéressant, et après on peut en parler en disant tu vois, ça c'était une conversation où j'ai eu l'impression d'être couvert d'acide, ou bien il a fait son myphos en disant ça, tu vois. En tout cas, moi, c'est encore toujours cette position assez étrange, diffuser un podcast comme ça où les gens me font ce qui semble pour moi être des compliments. Moi, je te le dis d'autant plus que je suis en train d'essayer de faire la même chose avec mon propre projet en ce moment du langage de Babel. Hein. La transition arrive. Moi aussi, j'aimerais avoir des groupies par milliers et puis pouvoir être adulé et qu'on m'offre des bouteilles de whisky. Merci Stéphane pour ta bouteille de whisky. Je n'aime pas le whisky, mais c'est gentil. Voilà, moi c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas compétent, mais non, je fais pas ça. Et tu vas voir qu'on va en recevoir. Il n'a pas l'impression qu'on va siffler sa bouteille. On va être complètement bourré à la fin. Oui, en fait, on fait ce podcast, on fait semblant d'être. On est tous complètement. Mais partie 3, le jeu de rôle alchimique. Oui, voilà, là, c'est vrai qu'on a dévié, c'est-à-dire que. En fait, le jeu de rôle alchimique, justement, ça renvoie à ça renvoie à un texte que Morgane a écrit déjà sur le nom La Rose des Vents, c'est ça ton site, qui est qu'en fait, mais ça c'est vraiment un truc, je crois qu'on a défini avec Fred, Rome et moi, qui est d'avoir de l'ambition pour le jeu de rôle, c'est-à-dire dire on va avoir des jeux qui vont changer les gens qui vont y jouer. Mais comme un philosophe se dit, comme Nietzsche écrit ainsi parlait Zarathustra, avec l'espérance que les gens qui le lisent changent, réfléchissent, etc. etc. Et donc que le jeu ne soit pas que du divertissement, mais permette aussi quand on y a joué, on est plus heureux, plus intelligent, plus dynamique, plus actif, plus révolté, Ouais, ça c'est vraiment une ambition qu'on a depuis le départ de faire des jeux. Moi, c'est ce que je te dis, qui sont bouleversants. Et donc, en un sens, qui sont dangereux dans la mesure où, j'aime pas trop ce terme, mais dans la mesure où ils changent la personne qui joue. De la même manière qu'il y a des livres qui nous changent, des films qui nous changent, des expériences qui nous changent. D'ailleurs, il y a un code dans Sens, un des nombreux messages à décoder dans Sens qui dit Sens n'est pas un jeu, Sens est une expérience. Ah oui, exact. C'est le morse. Tout à fait. Et donc, et ça, j'y tiens, c'est un. Non, c'est du morse. Rassure-moi, hein, ouais. On sait jamais. Ça, c'est vraiment un truc auquel je tiens. C'était de dire que le jeu de rôle, c'est comme un livre, c'est comme un film, c'est comme un jeu vidéo, c'est une expérience, c'est une œuvre. Voilà. Et là, on en vient justement à ce fameux. Et je vais te dire quelque chose. Courant. Si j'ai choisi le terme alchimique, même s'il est effectivement connoté maintenant
Bon, après, les termes qui sont connotés, on peut toujours les faire changer, mais il faut être sacrément puissant pour le faire. Néanmoins, je continue à être attachée à ce terme-là. Pourquoi ? Parce que, pour moi, il signifie plus que les espèces d'illuminés un peu dingues. Ça signifie surtout des gens qui étaient curieux, qui étaient persévérants, qui étaient multitâches, qui allaient chercher dans la philosophie, dans la science, dans l'astronomie, etc. Il y a un concept que j'adore dans l'histoire de la science, excuse-moi Morgane, c'est le concept de savant. C'est ce que tu es en train de décrire. La personne qui sait. Et on a souvent tendance à dire Léonard de Vinci, René Descartes, Pascal. En gros, parmi les modernes, on a trouvé les derniers savants parce qu'aujourd'hui, les sciences sont tellement complexes qu'on ne peut plus être savant. Tu veux que je te dise pourquoi je préfère le terme d'alchimie au terme de savant ? Parce que dans le côté alchimie, il y a quelque chose de mythique ou de mystique ou de sacré, etc., qui ne me dérange pas du tout et qui me plaît bien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont juste pas peur d'aborder... C'est plus humble que savant, c'est ça que tu veux dire finalement ? Non, il a un côté plus, pour le coup, plus ésotérique, disons-le. Je dis pas que les alchimistes, ils sont ésotériques, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas peur d'aborder tranquillement, rationnellement et avec critique ce genre de domaine, mais qu'il n'y a pas de raison de les fuir et de les... Il y a qu'à voir l'exemple type de Newton, quoi. Alchimiste convaincu jusqu'à sa mort et la théorie de la gravitation, quoi. J'aime bien Alchimie parce qu'effectivement il a un côté mystique que je trouve plutôt intéressant, plutôt élégant, qui est aussi d'aborder ces questions-là. Moi je trouve que les gens sont devenus vraiment des frileux quand tu commences à leur parler de religion. Déjà, comme je disais, la différence entre la religion, le dogme, etc. T'inquiète, moi j'habite à Paris, la manif pour tous elle a défilé sous mes fenêtres. J'avais pas l'impression qu'ils étaient frileux. Non, je veux dire... plutôt du genre à se mêler de la politique un peu trop. Pas frileux. D'ailleurs, Alors déjà, ces gens-là, ils ont pas du... Pour moi, c'est pas des... C'est pas des religieux, c'est des dogmatiques. Ouais, voilà, d'accord, merci Fabien. Voilà. Ça, on en a déjà abordé. Mais les gens, quand tu commences à leur parler de religion, ils ne veulent plus en entendre parler. Quand tu leur parles de spiritualité, je vais sortir du terme de religion parce qu'il y a le dogme avec. Quand tu leur parles de spiritualité, des choses comme ça, ça leur fait peur. Je dis pas qu'on doit tous être spirituels et qu'on doit tous croire en Dieu. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas aussi... la même chose. Être spirituel sans croire en Dieu. Il y a aussi dans ces textes-là, dans cet héritage-là, dans cette culture-là, etc., des choses intéressantes, des personnalités chouettes, des réflexions qui méritent qu'on s'y attarde, que ce soit du point de vue symbolique, du point de vue... Il y a un côté anticonformiste aussi dans le discours que tu tiens. J'ai l'impression qu'on a voulu objectiver la science aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens qu'on considère comme des savants, c'est des gens qui sont comme la vision que Miphos essaie d'avoir. C'est des gens au-dessus de tout ça, qui pensent dans un terme... Attention à ton micro. Pardon, qui sont dans un cadre parfait, loin de toute réflexion. Alors que si on regarde l'exemple... comme s'il y avait une neutralité qui existait, et on le sait tous, déjà autour de cette table, et puis globalement, je pense que les auteurs, on va pas les embêter, ils savent très bien qu'on ne peut pas être objectif. Et regardez les grands scientifiques de l'histoire, s'ils étaient tous en partie au moins philosophes. Ils ont tous eu des réflexions de malades. Je veux dire, Einstein était un rôliste. Enfin, en tout cas, dans ce qu'il dit, il serait un très bon rôliste. Pourquoi tu dis ça? Il a plein de citations du genre... Dieu ne joue pas au dé, c'est ça? Non, plutôt des trucs du genre... excuse-moi, genre un adulte qui sait ça. J'arrive plus à la retrouver la citation. Un adulte avec de l'imagination, c'est un enfant qui a survécu. Il avait plein de choses pour lui, l'imaginaire et les. Le problème des citations, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elles ont été dites par là. C'était une rockstar à l'époque, donc en fait, donc il y a plein d'articles de journaux, il y a plein d'interviews, et c'était un gros rigolo et c'était un gros fan de l'imagination et tout. C'était pas juste un. Einstein est-il le premier geek? Oui, mais c'est sûr qu'il y a autre thème de podcast peut-être. Et effectivement, je crois que Maxime. Donc c'est pas parce qu'on est imaginatif et qu'on s'autorise à penser comme ça qu'on est forcément quelqu'un de pas rigoureux et d'où le terme de zinzin que t'aimes pas trop, Morgane. Il y a une différence entre imaginatif et irrationnel, tu vois. Enfin, oui, l'imagination fait partie de l'irrationnel, mais ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser de manière raisonnée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, qui sont persuadés que dès qu'on leur parle d'imagination et de choses non rationnelles, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de la science. Bon, et c'est peut-être pas que la science qu'il faut accuser là, parce que c'est plutôt une vision, comment dire,
troisième république de la science qu'on... Alors moi je veux dire que c'est une vision positiviste que je critique. Bon, oui, parce Voilà. que C'est le positivisme d'Auguste Comte et ce genre de choses. C'est ce que Et... j'adore les scientifiques et je suis profondément attachée à tout ce que la science fait. Non mais oui, d'ailleurs j'en ai un à la maison. T'es paxé avec entre eux quand même. D'ailleurs j'en ai un à la maison. Comme quoi je fais attention à la science. Tu vois, je nourris ces gens qui bossent pour elle et tout. Tout à fait. Et moi, ces réflexions-là, j'ai commencé à les avoir par un prof de physique quand même. Donc, il y en a encore des gens comme ça. Oui, mais si tu veux, c'est certain que, en fait, ce qu'il y a, c'est que la philosophie est la mère de toutes les sciences. C'est-à-dire que si tu descends dans tes présupposés, si tu continues à chercher les présupposés de n'importe quelle science, tu finiras par arriver à la philosophie. Et d'ailleurs, Durkheim, un des fondateurs de la philosophie, Marx, de la sociologie et Marx, étaient tous les deux philosophes au départ de formation. Pareil pour la psycho, il me semble. Alors, je suis moins versé en psycho, mais il me semble que les premiers psychologues étaient des philosophes. Et donc, ils ont dit, on va créer un nouveau champ, et puis ça va s'appeler comme ça, gna 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 gna. Donc, si tu veux vraiment être un grand scientifique, quel que soit, même quelqu'un, enfin, si on veut prendre des sciences sociales, Bourdieu a des réflexions très très poussées en sociologie. Luc Boltanski, qui est un grand philosophe français encore vivant, est très très inspiré par Wittgenstein. Constructivisme en sociologie, il le tire lui de second Wittgenstein. Alors je suis même pas sûr, parce que c'est la critique du substantialisme qui le pousse à ça, qui me semblait est aussi dans le premier. Donc tu vois comme quoi. Le premier, il y a des débats pour savoir s'il n'est pas complètement substantialiste. Hein. D'accord, ok. Mais bon, je peux les trancher facilement. Toujours est-il que... c'est pas la question. Toujours est-il que oui, effectivement, quand t'es scientifique, si tu veux être un grand scientifique, il faut t'intéresser à un moment ou à un autre à de la philo, sinon tu cours toujours le risque effectivement d'être un scientifique un peu dogmatique, positiviste, comme tu disais, avec la conviction que c'est scientifique, tu vois. C'est scientifique, donc c'est bon, on n'a plus le temps de réfléchir. Ouais, mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est vrai que ce que tu sais par la science Troisième République, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la science, pas la science, évidemment. Alors, à chaque fois que je parle de la science, je me fais taper sur les doigts en coulisses. Soyons clairs, la vision que la population, que la personne qui n'est pas scientifique a de la science, et si c'est scientifique, c'est prouvé, c'est sûr, c'est certain. Et au final, la science devient un outil de castration des idées. De contrôle, ouais. De contrôle, de castration des idées. Or, le scientifique, le véritable scientifique, celui qui fait de la science, comme toi Maxime, comme Darky, comme Adrien, exactement. Quand tu discutes avec eux, ils savent une chose, c'est qu'ils savent que dalle. C'est ça. Le premier truc, c'est qu'on peut jamais dire ceci est vrai. Quand on entend les CIROU, les scientifiques, les exobiologistes, les gens les gars, exobiologie, l'autre jour on l'a vu dans les pseudosciences. Ouais. Tu vois, il y en a pas mal aussi par exemple le MBTI. Pour ceux qui connaissent, il y a pas mal de trucs qui relèvent effectivement des pseudosciences. Il n'y a pas de données empiriques pour les vérifier. Il ne faut pas que la science vous empêche de penser, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas. Et les meilleurs groupes de recherche américains sont composés de pluridisciplinarité. Ils sont pluridisciplinaires. Enfin, ça dépend à peu près ce qu'on appelle meilleur. Mais tu sais quel est le doctorat en anglais s'appelle PhD. PH, c'est Philosophiae diplôme, je crois, diplôme, donc diplôme de philosophie. C'est-à-dire que le doctorat s'appelle diplôme de philosophie, même si c'est un doctorat en physique nucléaire. C'est marrant, je me posais la question hier de ce que ça voulait dire PhD en plus. Et ben voilà. Voilà. PhD, c'est ça. Putain, c'est génial. Hein. Priez pour que j'aie le mien un jour. Voilà, dernier point. Après, si vous voulez, on pourra s'arrêter. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la dimension d'alchimie, bien que ce ne soit pas le seul endroit où on la retrouve, entendons-nous bien, c'est toute la dimension poétique et symbolique. Ouais. Juste la poésie des mots. Que Bachelard, qui ne croit pas du tout à l'alchimie en tant que protochimie et ce genre de choses-là, quand vous lisez Bachelard, c'est des textes qui sont sublimes, quoi, de poésie, d'émotions, de choses comme ça. Parce qu'on peut faire des choses rationnelles, pensées, critiques, etc. sur le monde, la société, l'être humain, avec bienveillance. Il me semble tout en utilisant toute la richesse poétique du langage. Il me semble que c'est ce qu'appelle, mais je me trompe peut-être, Nietzsche le gai savoir. C'est-à-dire un savoir qui soit réconcilié avec l'existence humaine, qui en même temps soit plongé dans
la tragédie de ce que c'est qu'être un être humain, mais qu'en même temps, donc, qui soit à la fois nourri de science et de poésie. Mais intéressant. Je m'égare peut-être. Et donc, bon, on a tendance à penser autour de cette table que en jeu de rôle, il y a nous trois, en tout cas Morgane, toi Fabien et moi-même, on est en train de travailler sur finalement une même ligne. On a un peu une même ligne. Non mais j'ose plus l'appeler alchimiste. Alors du coup voilà, j'allais dire je vais avoir C'est du mal à l'appeler courant alchimique avec tout ce qui a été dit en fait. En fait, mais c'est bien. Pour une fois, je ne vous interdis pas d'utiliser les mots que vous voulez. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, entre nous, quand on en discutait dans la cuisine en faisant la vaisselle avant-hier ou hier, je ne sais plus, on disait voilà, c'est un peu une espèce de courant alchimique au sens où le but de nos travaux est justement de bouleverser, de faire avancer les gens sur un chemin. On dit pas que le meilleur chemin, on dit pas que c'est le chemin qui vous mènera à la vérité, mais un chemin. On a envie que les gens fassent un bout de voyage avec nous. Tu vois, Romaric, ça revient à un débat qu'on avait eu sur changer le. Regarde avec ses petits yeux en coin. Non, parce qu'on s'est engueulé longtemps tout à l'heure sur. Il me manque un peu de moustache quand même. Sur le fait, sur l'utilisation des mots, tu vois. Oui. Morgane, elle a exactement la position que tu avais tout à l'heure, et toi, tu as exactement la position que j'avais. C'est-à-dire qu'elle te dit non, mais on va changer ce que ça signifie alchimiste, et on va créer notre propre signification. Et toi, tu lui dis non, il y a une connotation qui est derrière. T'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, on peut le faire, mais il faut être puissant pour cela. J'ai dit, il faut, avant qu'on puisse changer. Si on s'appelle dès maintenant le courant des alchimistes du jeu de rôle, on va passer pour des charlots. Attends. Le jeu de rôle alchimiste. Voilà, le jeu de rôle alchimiste. On va passer pour des charlots. Sauf si vous baladez avec des masques et des. Par contre, quand on aura réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire quand on aura réussi à bouleverser des gens à travers nos jeux, etc., et qu'à la fin de notre vie on dira en fait c'était le courant alchimiste du jeu de rôle Rosebud. Et là peut-être qu'on aura gagné, parce que du coup comme on sera déjà, tu vois, l'autorité en la matière, on pourra à ce moment-là le dire et réifier notre courant. Je suis pas entrée dans votre débat, Fabien, tout à l'heure, parce que c'était votre débat. Je considère que les mots, même s'ils ont une charge émotionnelle que certains peuvent avoir galvaudée, qui peut être devenue négative, etc. Quand je trouve le mot beau, approprié, je vais l'utiliser. Mais tu vois, on peut pas non plus nier que ce mot n'a pas. Je sais. Mais ça ne m'empêche pas de. Et tu as bien, enfin à mon avis, je te le dis comme je le pense, tu as bien raison. Ah oui, c'est forcément ta position. Mais pour le moment, en tout cas en ce qui concerne le truc alchimiste, si on ne définit pas avant ce qu'on entend par là, et tu vois, là maintenant qu'on est à la fin du podcast et qu'on a, je pense, à peu près expliqué ce qu'on entendait par l'opposition, là, je pense qu'on peut dire, voilà. On peut dire on fait du jeu de rôle alchimique ou alchimiste. Tu as encore à toi de nous dire, c'est toi. C'est pas très élégant par contre. Alchimique. Le jeu de rôle alchimique. Ah ouais, au contraire, je trouve ça magnifique. Tu veux mon sentiment profond sur la question, Fabien? Je préférerais que ça ne. Ah, le gros bâtard. Comment ça Morgane, je préférerais qu'on ne lui donne pas ce nom-là du tout. On fait et on sait pourquoi on le fait. Ah oui, ça nous empêche pas. C'est plus un terme entre nous, quoi. Ça nous empêche pas d'en parler. Je n'ai pas particulièrement la sensation qu'il ait besoin d'un label. Oui, je suis d'accord. Par contre, tu conviendras quand même que quand on fait la vaisselle à 2h du matin, quand on a besoin d'un raccourci pour parler de ce qu'on fait, on emploie ce terme. Oui. Donc ça prouve que dans nos cœurs, dans nos imaginaires, dans nos esprits tordus, il a l'air d'être approprié. Nos esprits de zinzin. Nos esprits de zinzin, exactement. Maintenant, on peut se caractériser nous-mêmes comme zinzin. Le courant des zinzins. Nous sommes le courant des zinzins. Et voilà, on se dit, ouais. Mais en tout cas, clairement, il me semble qu'ici, autour de cette table, on a 3 auteurs de jeux qui ont une ligne éditoriale, on va dire, qui est commune à ce niveau-là. Effectivement. Et on peut l'appeler comme ça entre nous. Dire, publiquement, je ne le ferai pas. D'accord. Tu tiens un micro. Oui, non, mais bon, on est entre nous là. On est entre nous et puis les 3000 auditeurs de la cellule, quoi. Je veux. C'est un petit comité. Si je vous le dis, ça reste. Je sais que c'est vous qui le. Si ça sort d'ici, ça reste entre nous. Voilà, ça reste entre nous. Si je le dis, je sais que c'est vous qui l'aurait dit. On est à ça, quoi, aujourd'hui. Je me présenterai mais pas. Non, c'est la preuve que ça marche, mon podcast. Qu'est-ce que vous faites? Je dirais pas. Je suis auteur de jeux de rôle alchimique.
m'arrêterai à dire que je suis auteur de jeux de rôle. Oui, voilà, moi, Voilà. point barre. Point. Mais c'est pareil. Et ceux qui veulent voir, enfin, je les écris Pascal avec Angèle cette pensée. conseillait la même chose aux philosophes analytiques à l'époque. À l'époque Ouais, où le oui. courant analytique était encore minoritaire en France et où on était vraiment écrasé. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, on est dominé, écrasé. Si, les continentaux nous en mettent plein la gueule. Attends, récemment, il y a encore eu un truc dans une revue de JDR. Tous les grands laboratoires de philosophie. Oh, le Continental, là, Fabien. Le Continental de merde, là. T'as un Tu problème avec les réactives- continentales, t'as un problème avec les continentales. Tu réactives Continentaux. mes fibres de philosophe analytique, putain. Non, mais tu vois, par exemple, il y a récemment encore dans une revue de JDR, il y a une philosophe qui a raconté n'importe quoi sur les philosophes analytiques en disant que c'était une espèce de complot franc-maçonnique de l'Opus Dei, de n'importe quoi. Elle raconte n'importe quoi. Elle nous a Et ben n'empêche que voilà. Et donc tout ça pour dire que à l'époque où la philosophie analytique se revendiquait comme telle, Pascal Angèle avait dit stop, votre gueule. Vous dites que vous êtes philosophe. Ne dites pas vous êtes philosophe analytique parce que c'est le meilleur moyen de justement faire une scission, créer des querelles de chapelle. Enfin bon, en même temps, pour te répondre par rapport à la sociologie des mouvements sociaux, il y a certains mouvements sociaux qui au contraire préfèrent dire haut et fort pout, je suis féministe, pout, je suis écolo, pour justement légitimer leur position. C'est des stratégies différentes, mais il faut être conscient que c'est jamais neutre dans les deux cas. Ma position, si tu veux, Fabien, c'est que j'ai envie de dire les gens. On écrit des jeux de rôle, on les écrit. Et les gens feront ce qu'ils veulent. Voilà. Parce que j'ai peur qu'en le définissant, en lui donnant un nom, les gens le définissent, le cadre, l'enferment dans une boîte. Je suis d'accord, Morgane. Je suis vraiment d'accord avec toi. Là, clairement. Il faut gens faire des jeux et voir ce qui se passe après. Ça, je suis d'accord. Voilà. Après, force est de constater quand même que quand on parle de nos lignes éditoriales respectives, tous les trois, on tombe toujours d'accord. Oui. Bon, et du coup, ça a l'air de former un espèce de... De fait, moi, je ferais comme ça, mais je tiens à signaler que les deux stratégies sont possibles. Claironner haut et fort, comme ce qu'on a fait pour l'indépendance, ce qu'on fait toujours pour l'indépendance, ou bien dire on va agir et puis on montrera par l'exemple. Oui, puis elle pourra changer ma position. Hein. Elle est oui, voilà, moi à aussi. l'heure actuelle. Il y a quelques années, vous pourriez dire, vous voyez, on y pensait déjà à l'époque. L'éditorial dans 2 ans. La position de Romaric, de toute façon. Faire des cartes à jouer, des jeux à jouer, à collectionner. Je veux faire du fric. Parce que j'en ai marre quand même d'être pauvre. De toute façon, la position préférée de Romaric, ça a toujours été la position du missionnaire. Oh, merci. Oh, bravo, hein. bravo. C'est très élégant, bravo Fabien. Oh là 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 là, mon Dieu. Allez, voilà, sur cette blague magnifique, j'ai envie de dire, à l'image de ce podcast un peu bullshit, j'ai envie de dire... Je voulais le garder pour la fin, je voulais qu'à la fin qu'on ait dit au revoir, je voulais dire... Bullshit. En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui nous écoutent les soirs. Sébastien Céline, c'est bon, maintenant tu peux dormir. Une bonne journée pour ceux qui nous écoutent dans la voiture le matin. Oui, c'est vrai. Si tu es en train de faire ton sport et que tu nous écoutes, bon courage. Bon appétit à ceux qui vont manger. Nous écoutent en faisant le ménage aussi. Enfin bref, on va pas vous décrire toutes les positions des 1.1, podcastales des auditeurs. Mais en tout cas, merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Ça nous fait très plaisir de vous donner des podcasts hebdomadaires comme ça. On adore ça. On aime discuter, on aime partager nos sentiments le plus naturellement possible. Merci à Maxime Morgan pour ce. Tu fais la pub de ton propre podcast, quoi. Incroyable. Ah bon? En quoi? On vous aime, auditeurs. On a l'impression de la fin d'une émission sur TF1. Eh oui, mes chers auditeurs, très chers, encore une formidable. Oh, bien, pendant que le reste des intervenants est en train de péter les plombs. En fait, je pense que pourquoi je fais ça? Nous remercions nos sponsors. Merci. Le truc, c'est que quand tu reçois les mails des gens qui t'écoutent et qui t'envoient des mails de remerciements, t'as aussi envie, parce que moi je peux pas répondre à tous les mails forcément, t'as aussi envie par l'intermédiaire des micros de leur dire merci de nous envoyer ces mails de soutien, merci et voilà, et du coup c'est un peu la solution et je pense que c'est aussi pour ça que à TF1 ou je sais pas quoi là, ce que tu citais, ce à quoi tu me comparais, nous remercions nos sponsors, voilà, Stéphane pour le whisky, la vie pour le café, le thé, voilà, la Skol pour la bière. Ouais, et puis non mais c'est vrai que t'as raison. Les Fisherman Friends pour les je sais que c'est un peu ridicule mais quand même je pense que c'est important quand même je sais pas, j'en sais rien. Oui, peut-être que c'est ridicule. Si tu continues, c'est aussi parce qu'il y a des auditeurs. À nouveau les auditeurs t'écoutent avec bienveillance dans l'ensemble, donc voilà. Merci de tolérer nos approximations, nos raccourcis. En tout cas, jouez, c'est surtout ça qui compte jouez bien, portez-vous bien.
À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut. Bullshit.